Ok, donc on va commencer du coup par, on va faire des rappels vraiment en deux spies, hein. Le but, c'est pas de vous faire le que vous avez en P1, en fonda, tout ça. Donc rapidement, on va commencer par l'innervation intrinsèque cardiaque. Ça va être des termes qui vont un peu poser le décor. L'influx cardiaque part du coup du nœud sinusal. Je vais souvent utiliser l'appellation NS. NS pour nœud sinusal. On va ici. Qui du coup, c'est la flèche rouge qui va conduire jusqu'au nave, au nœud atrioventriculaire. Ok, qui ensuite va conduire au ventricule par les flèches bleues que vous voyez. Vous voyez une flèche bleue gauche et à droite pour du coup dessiner les branches du faisceau de Lys jusque à la fin, c'est-à-dire jusqu'au bout des ventricules dans le réseau de Purkinje pour dépolariser au niveau des ventricules. Alors voilà, petit rappel, normalement tout le monde est au clair là-dessus. Évidemment, hein, s'il y a une question, vous gueulez dans l'amphi, on s'arrête, hein, c'est familial. Donc, juste un petit peu au niveau de l'électrophysiologie cardiaque, c'est vraiment quelque chose d'un peu abstrait. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez un potentiel de membrane de repos, c'est-à-dire une répartition d'ions de part et d'autre d'une membrane qui établit un potentiel de membrane de repos qui est à moins 70 ou moins 90 millivolts, je ne sais plus exactement, ce n'est pas très important. Mais voilà. Et en fait, vous allez avoir une dépolarisation, c'est-à-dire une perte de pôle. Vous allez avoir une différence qui va se créer qui n'était pas là avant. Comme vous voyez au milieu, vous voyez que là, par exemple, on passe de plus à moins à gauche. Ça, c'est notamment dû à une entrée massive de sodium et de calcium dans la cellule au début. Enfin, je vais revenir après. Mais voilà, c'est juste pour vous dire qu'on a un potentiel de membrane, il est perturbé par des jeux d'ions, et du coup, ça va générer un potentiel d'action. Je répète, on a juste ici une dépolarisation, c'est-à-dire une paire d'épaules, qui va perturber le potentiel de membrane, générer un potentiel d'action. Le potentiel d'action, on peut voir ça comme un influx électrique qui va causer une contraction. À l'inverse, à la repolarisation, c'est-à-dire on retrouve ce qu'on avait à la base, on a une reformation d'épaule, on a une atténuation du potentiel d'action pendant ce moment-là, et donc une décontraction. Résumé, dépolarisation, contraction, repolarisation, décontraction. C'est tout. OK? Vous retenez ça, ça sera très bien. Donc, le potentiel d'action, je vous l'ai remis juste ici. Ce que vous voyez en bleu, du coup, c'est le potentiel d'action en question, et en rouge, la contraction du coup, du cœur. Et en fait, on voit bien que ça concorde. C'est-à-dire, vous voyez que ça commence là au moment où le zéro est en ascension. Vous avez du coup une courbe qui se crée. OK? 0, 1, 2, 3, 4. Et du coup, pendant la période zéro, c'est là que vous avez notamment une entrée massive de sodium et de calcium dans la cellule. OK? Je vais revenir de temps en temps quand ça va être important. Je ne vais pas tout détailler, hein, c'est pas, je vais pas rentrer encore tout ça. Donc voilà. Ensuite, du coup, on va commencer à analyser le tracé électrique. Maintenant qu'on a fait la bonne électrophysiologie, on va pas aller plus loin. Donc, on va commencer par du coup les électrodes en plan frontal. On a tous en stage 1, on est tous allés en stage de senior, on a tous déjà fait au moins un ECG. Si vous n'en avez pas fait, je vous recommande vivement de le faire parce que c'est des compétences exigibles aux écos. Je sais que les D3, l'année dernière, ils ont un ECG, pas 12, mais 18 dérivations à faire. Bon, moi, je ne sais pas si je peux le faire en vrai de vrai. Mais bref, donc voilà, c'est d'où l'intérêt vraiment en stage de même faire des ECG. Mais si vous avez la flemme, forcément, à les faire bien. Mais quand je vous dis les faire, c'est vraiment bien. C'est, tu fais genre, tu prends sur la clavicule, espace intercostal, tu fais genre, tu comptes pour t'entraîner aux échos, ce moment-là, quoi. Ah ouais. Donc, voilà, ça, du coup, on est dans les dérivations frontales bipolaires dans un premier temps. Pourquoi bipolaire? Parce qu'en fait, les dérivations bipolaires, c'est ce qu'on appelle D1, D2 et D3. Et D1, donc la différence entre deux électrodes. Comme vous voyez, c'est la différence entre le bras gauche et le bras droit. Pardon, bras gauche. Voilà. En gros, c'est la différence en deux endroits. D2, ça va être la différence en deux endroits. D3, ça va être la différence en deux endroits. C'est pour ça qu'on appelle ça dérivation bipolaire. OK? Les dérivations bipolaires, c'est trois dérivations qui sont juste la différence de deux endroits. OK? C'est un peu abstrait, mais on va voir ça juste après. Ensuite, on va voir les dérivations unipolaires qui, juste, en fait, se représentent elles-mêmes. C'est-à-dire, je pose l'électrode au bras droit, ça me fait AVR, R pour L. AVL, L pour left. AVF, bon là j'ai mis L, je sais pas pourquoi, mais AVF, F pour foot. Okay, et ça, du coup, c'est trois dérivations dites unipolaires. Okay, est-ce que c'est clair pour tout le monde ça? Du coup, 3 plus 3, ça fait 6. On retrouve bien trois dérivations bipolaires et trois dérivations unipolaires. Ok, je vous ai remis juste ici. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ça? Ok, j'ai un défaut si je parle vraiment vite, hein. N'hésitez pas à me dire calme-toi, voilà, tout ça. Donc, ensuite, c'est... Ouais, hein? D'accord, marché. Ça marche. Vas-y, juste pour la refaire rapidement. Là, on est dans le cas des dérivations frontales. Il y en a 6. Trois dérivations bipolaires. Comme tu le vois ici, tu vois que D1, c'est la différence en deux endroits, D2, la différence en deux endroits, D3, la différence en deux endroits. Et les dérivations unipolaires qui juste se représentent elles-mêmes. Il faut voir ça comme des caméras qui enregistrent l'activité cardiaque
Bah, par exemple, au niveau du bras droit, ça regarde. Ouais, je vois quoi du bras droit? En gros, c'est ça. Il faut voir ça comme des caméras, en fait. Ok. Donc, cette représentation du coup, dérivation frontale, ça va permettre d'établir ce qu'on appelle le double tract de Bailey. À quoi ça sert? On va voir que ça sert à voir dans quel sens en fait l'influx cardiaque va. On va voir qu'il ne va pas forcément dans le sens qu'on connaît, c'est-à-dire du coup du haut vers l'index. On va voir qu'il y a des cas où ça peut être perturbé, et d'où l'intérêt d'établir ce qu'on appelle le tract de Bailey. Ok. Donc, avant de parler de quoi, je vais vous aider à l'apprendre, plutôt qu'apprendre le gros truc à la fin dégueulasse, on se trouve tout le temps avec les degrés et tout ça. En fait, voilà, je vous ai remis les dérivations frontales, D1, D2, D3, AVR, AVL, AVL. En fait, ce que vous allez faire, vous allez juste faire passer D1, D2, D3 par le même endroit, comme ça. Si vous regardez bien D1, c'est toujours dans le même sens, je les ai juste fait se rencontrer au même endroit. Voilà, pour l'instant, rien de sorcier. Et je les ai superposés à AVR, AVL, AVL. Voilà, vous ne trompez plus jamais. Donc, voilà. Donc ça, du coup, c'est pour le loop trace de Bailey. Donc, vous aurez la diapo après, vous avez besoin. Et ça, du coup, ça va nous permettre de déterminer dans le sens dans lequel l'influx va se propager. Ok. Ensuite, on va voir les ciseaux-dérivations, les dérivations dites précordiales qui, cette fois, vont analyser l'activité cardiaque, mais dans un plan cette fois axial, c'est-à-dire horizontal. Ok. Elles vont de V1 à V6. Voilà, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Elles partent du coup du quatrième espace intercostal droit jusqu'à l'espace sous-axillaire gauche, avec V6 notamment. Voilà. Et en fait, c'est intéressant parce que du coup, vous comprenez que par exemple, avec V1, on va plutôt analyser ce qui se passe au niveau droit. Et à l'inverse, en V6, on va pouvoir analyser ce qui se passe plutôt au niveau gauche. Et en fait, cette représentation spatiale est importante parce qu'on va voir qu'on va la retrouver dans certaines pathologies, notamment les blocs de branche, on verra ça. Et du coup, ça nous donne lieu à ce magnifique tracé 12 dérivations. À savoir qu'on peut faire des ECG 18 dérivations. On les fait notamment dans les cas où on est incertain du territoire de l'infarctus. On va avoir des sous-décalages de on se dit, ah bizarre, on va vérifier en postérieur. Ah bah oui, enfin, voilà. Ok, donc ça, c'est bien le ECG 12 dérivations. On retrouve bien les 6 dérivations précordiales et les 6 comptables. Ok. Maintenant, je vous dis que cet ECG, il est normal. Il n'est pas vraiment normal. Il est normal, mais il y a des morphologies différentes en fonction des endroits. En fait, l'enjeu d'aujourd'hui un peu de la chose, c'est de comprendre pourquoi à des endroits ça n'a pas la même forme que d'autres endroits, mais pourtant c'est parfaitement normal. On va commencer notamment avec les précordiales, c'est le plus simple à comprendre. Ça, c'est un tracé précordial normal. Normalement, si on fait tout un ECG, on a ça. Juste, est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'il y avait avant, précordial frontal? Parfait. Donc, vous voyez que V1 à V6, ce n'est pas la même morphologie. On a quelque chose de début qui est franchement négatif jusqu'à aboutir à quelque chose de franchement positif. Enfin, ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que, en fonction du positionnement des électrodes, vous voyez par exemple que V1 c'est à droite. Ok, V1 c'est l'électrode rouge. En bleu, j'ai essayé de représenter quand je trouvais un nœud sinusal. Et en jaune, le sens du coup, de dépolarisation cardiaque. Avec ce sens, vous comprenez que V1, ça enregistre un signal qui s'éloigne de lui de manière continue. Ok, et c'est pour ça que du coup, V1 enregistre un signal négatif du début à la fin. À l'inverse, V6, le signal va vers lui, c'est pour ça qu'il y a quelque chose de positif du début à la fin. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est bon, pas de question. Si vous avez compris ça, vous avez compris une grosse partie. Voilà, je vous l'ai remis juste après. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Ça vient vers l'électrode qui est positif, ça s'éloigne, c'est négatif. C'est entre les deux, ça devient positif et négatif. Voilà. Ok, c'est bon pour tout le monde? Parfait. Ça, je vous ai remis un peu, entre guillemets, à la cartographie du coup de comment les électrodes peuvent interpréter les territoires cardiaques. On comprend bien qu'on a bien un plan frontal avec les six dérivations frontales et un plan axial avec comment c'est découpé avec V1 à V6 avec les précordiales. Et voilà, ce qui nous donne lieu à la liste très exhaustive des territoires cardiaques. Et mon apprend ça, mais moi je ne les connais pas. Enfin, voilà, quoi. Je l'ai juste mis à titre indicatif. Et, du coup, on comprend par exemple que V1, V2, c'est le territoire septal qui est vascularisé par l'interventriculaire antérieur moyenne. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Pour faire plus simple, ça c'est la version simplifiée. Voilà, c'est mieux. Vous devez retenir aujourd'hui, vraiment ce que tout le monde doit retenir aujourd'hui. V1, V4, c'est le territoire antérieur. C'est le territoire on s'en fiche plus. Vous retenez V1, V4, c'est antérieur, c'est très juste. V5, V6, c'est plus décalé sous les selles. On va plutôt être. Ouais, ouais. Attention à toi. Du coup, V1, V4, on est vraiment dans un territoire antérieur. Et V5, V6, comme on est plus placé sous les selles, on va être dans le territoire qu'on va qualifier de latéral bas. C'est pas écrit bas, c'est bien latéral. OK?
On est donc bien dans un territoire qui est... Je peux pas. Ok, c'est cool. Donc, non, non, du coup, on est dans le territoire latéral bas avec V5 avec 6. On va être dans le territoire inférieur avec D2, D3 et AVF. Comment on fait pour retenir? Vous voyez que sur votre triaxe de Bailey, vous voyez D2, D3, AVF. Bah, c'est les dérivations qui sont juste en dessous et qui regardent le cœur d'en bas, en fait. OK? Donc, on résume. V1, V4, c'est antérieur. V5, V6, c'est latéral bas. D2, D3, AVF, c'est inférieur. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Si vous retenez ces trois territoires, vous êtes outils pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais? Je peux parler pour s'il te plaît. Il y a- tout ce qui est en rose inférieur, en rose, en violet intérieur et en vert latéral. Je n'ai pas parlé de D1VL, mais en fait, D1VL, c'est aussi le territoire latéral, mais cette fois le territoire latéral haut. Vous voyez que AVL, D1, c'est en haut à gauche. OK? On est bon pour ça. Eh bien, si c'est le territoire antérieur, ce serait bien de les retenir surtout en D1. Ensuite, on va parler du tissu nodal. C'est les propriétés intrinsèques au cœur. Le tissu nodal, qu'on appelle aussi tissu cardiolecteur, il est composé de différents éléments. OK? Juste, on a le nœud sinusal. Du coup, c'est de là on va trouver les cellules pacemakers principales, c'est-à-dire les cellules qui envoient l'influx. On va aller jusqu'au nave, jusqu'au branche, jusqu'au gauche et droite. Petite particularité maintenant, il faut savoir que la branche gauche a deux hémibranches. Ok. La branche droite, Michel, il n'y a pas de galère, il n'y a pas de sous-droit. La branche gauche, elle se différencie en deux hémibranches. Voilà, les deux pour l'instant, on s'en fiche. En B, on aurait un petit élément à la fin qui va faire la différence. Mais voilà. Donc le tissu nodal, il a une propriété de propagation d'un influx dit de proche en proche, c'est la structure des cellules, qui fait que l'influx se propage de proche en proche. Ok. Et du coup, enfin, comment expliquer? Là, du coup, on va avoir un tracé, c'est-à-dire on part du nœud sinusal, il va se dépolariser. Il va envoyer son influx, et vous voyez dans la deuxième image ici que on a les deux oreillettes qui du coup sont parfaitement, où on a un influx qui est propagé dans les deux oreillettes, et qui du coup vont nous générer longue P de dépolarisation atriale, c'est-à-dire c'est la contraction auriculaire longue P. Je me répète, vous l'avez vu en programme, je vous répète une dernière fois. Ensuite, on voit qu'à la fin, quand on a les deux ventricules avec un influx qui est totalement du coup propagé, on se retrouve avec le complexe QRS que vous voyez juste ici. OK? Long T, c'est pour la repolarisation, c'est-à-dire entre guillemets le retour au calme. OK? Est-ce que c'est clair? OK. Bon, on a fini avec les rappels, mais on va commencer à se la mettre pour de vrai. Ouais, il dort beaucoup, hein. Il dort vraiment beaucoup. Il est vraiment beaucoup. Bref, et du coup, maintenant, on va passer à la méthode classique pour lire un ECG, de manière à être systématique, la fameuse méthode du Prachi, du coup, qui se différencie, euh, qui se répartit en différentes parties, de la fréquence à l'ischémie. Donc, on prend toujours la première lettre. On va commencer du coup par la fréquence. On va rendre ça un peu interactif après. Donc la fréquence, une fréquence normale, il y a plein de versions, hein, 50 et 100, 60 et 110, 160 et 100. Nous, on va juste retenir aujourd'hui entre 50 et 100, ça sera très bien. Une fréquence normale, c'est entre 50 et 100. Comment on fait pour déterminer une fréquence? On prend 300, vous retenez 300 parce que les paramètres ECG, c'est-à-dire un ECG qui déroule à 25 mm/s avec 10 mm par millivolt, enfin tout ça, ça fait qu'on va prendre 300. On ne va pas se prendre la tête dessus. On prend 300, on va le diviser par le nombre de grands carreaux de l'intervalle RR, c'est-à-dire, en fait, c'est juste l'espace en QRS. On voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 grands 40, les deux QRS. 300 divisé par 5, ça fait 60. Voilà, comme ça qu'on calcule une fréquence. La même chose ici, on a 1, 2, 3, environ 4 grands carreaux. On a une fréquence cardiaque estimée à peu près 300 divisé par 4 à 75. OK? Ouais, c'est beau, hein. Bref, du coup, qui veut essayer de me calculer cette fréquence-là? Avant que je commence à désigner au hasard là. Non, toi non. Toi, c'est mort, toi. Avant que je commence à désigner au hasard là. Vas-y. Vas-y. Et voilà. Là, on part. Ok, on fait 1, 2, 3, Ok. 4, 5, il y en a 5, 60, 5, 60. C'est ça. Donc, Gabin, comme l'a brillamment expliqué, on a 5 grands 40 les deux QRS, 300 divisé par 5. On se retrouve bien une fréquence à 60. OK. Maintenant, ça, du coup, maintenant que vous savez plus calculer une fréquence. Alors, je vais juste revenir à un truc. Il y a une deuxième méthode pour calculer la fréquence. Moi, je préfère celle-là, ça va un peu plus vite. Vous prenez la dérivation longue. Il y a très souvent une dérivation longue. En l'occurrence, ici, c'est D2, c'est celle qui est tout en bas. Vous comptez le nombre de QRS et vous le multipliez par 6. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10 fois 6, 60. OK? Les deux manières. Ensuite, on va s'interroger. Maintenant qu'on a fait le F de Frachy, on va maintenant faire le rythme. OK? Qu'est-ce que ça veut dire le rythme? Le rythme, en fait, en P2, tout ça, on fait souvent une approximation à ce qu'il est sinusal, est-ce que je sais pas quoi, non. Si vous êtes au fond, vous pouvez prendre votre téléphone ou votre ordinateur, on verra mieux au niveau de la diapo. En fait, le rythme, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire d'où part l'influx. On dit qu'un rythme, il est sinusal, ça veut dire que ça part du nœud sinusal, en gros. Donc, là, ici, on va aussi se demander d'où part le rythme et est-ce qu'il est régulier ou non. Vous voyez que les traits verts, ils font la même distance, donc enfin, ils font la même taille. Donc ici, on a un rythme qui est relativement régulier. Okay, pas d'arythmie. L'arythmie, c'est-à-dire que c'est pas régulier. Okay. Ici, à l'inverse, on a quelque chose, enfin, on a un intervalle RR qui est différent selon les endroits. On est donc sur un rythme qui est irrégulier, on est donc dans un cas d'arythmie. Okay. Ensuite, du coup, on a dit que le rythme, nous, on veut un rythme qui est sinusal, c'est-à-dire un rythme qui part du nœud sinusal. Et qui part du nœud sinusal, on va donc avoir, du coup, logiquement, une onde P, parce que du coup, ça part du nœud sinusal, qui va conduire jusqu'au ventricule, suivi d'un QRS. Un rythme sinusal, électriquement, ça se traduit par P devant QRS, QRS après P. Ok. C'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Ouais. Alors, la question est très intéressante. Elle a demandé, est-ce que c'est possible d'avoir un ECG avec des QRS qui sont réguliers entre eux et des ondes P qui ont une autre rythmicité, c'est-à-dire quelque chose entre elles? La réponse est oui. On verra après. Hop, du coup, euh, qui va me dire si le rythme est régulier ou sinusal? Oui, vas-y. Pourquoi il est régulier ou sinusal? Est-ce que tu peux parler fort un peu long? Ouais, ouais. Ok, je répète pour le zoom. Il a très bien répondu. C'est juste que du coup, on a bien un intervalle RR qui est régulier, une onde P devant chaque QRS, un QRS après P. On est donc du coup dans un rythme qui est régulier sinusal. Vous pouvez écrire RSR ou RS. Enfin, ouais, voilà. Ici, la même chose. Ici, on a un rythme qui est aussi régulier. On voit que l'intervalle RR, c'est le même. Et P devant QRS, QRS après P. Le rythme ici est parfaitement régulier sinusal. Ok. Ici, bon, voilà, je vais gagner du temps. Ici, on voit clairement qu'on a un intervalle RR qui est différent, mais qu'on a bien P devant QRS et QRS après P à chaque fois. On est donc ici dans le cas d'une arythmie sinusale. Ok. Ici même, je pense, pas sûr, hein, il me semble ici que c'est une arythmie respiratoire. C'est-à-dire que, en fait, quand vous inspirez, vous augmentez votre précharge en augmentant votre retour veineux et du coup, le cœur il peut avoir un mécanisme d'adaptation, de faciliter les changements. En gros, ça, c'est pas grave. Donc, si vous posez votre stéto sur vous, prenez des grandes inspirations, vous pouvez un peu modifier votre rythme. Normalement. Enfin, si un jour vous voulez essayer, mais ne mourrez pas. Ne mourrez pas parce que vous avez dit ça. Donc voilà. Ici, on a quelque chose de relativement régulier, mais c'est pas vous, perso, je ne vois pas de montée. Je vois pas de montée. Donc ici, on est dans le cas, du coup, d'un rythme régulier, non sinusal. Plus précisément pour m'aider en sur, là, on est dans le cas d'un BSA3. On verra plus tard. Je ne sais pas si on a le temps, mais ouais, c'est pas très important aujourd'hui. Mais voilà, donc ici, on a un rythme régulier, mais qui est non sinusal. Bref. Ici, on va avoir un rythme qui, comme vous le voyez, est non régulier. Vous avez un intervalle RR qui est inégal et une trémulation, comme vous pouvez voir, c'est-à-dire que ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup, ce qui fait qu'on n'arrive pas à distinguer d'onde P. Ici, on est donc dans le cas d'une arythmie non sinusale, plus précisément dans le cas d'une fibrillation atriale. On verra ça après. OK? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que la rythmicité est carrée pour tout le monde? À la fin, il y a tout le monde qui va passer. Ne vous inquiétez pas, sans chef. Maintenant, ça va être la notion la plus relou d'aujourd'hui. Et elle va surtout intéresser mes B1 sur. OK? Alors, on y va. Du coup, on a dit que la rythmicité, ça définit en fait d'où part l'influx. Dans un cas normal, l'influx part du nœud sinusal. On est tous d'accord. Enfin, du nœud sinusal qui est juste ici, là, voilà. Du nœud sinusal. Et du coup, il faut savoir que le rythme sinusal, il a un rythme propre d'environ 60-80 par minute. Ça change selon les référentiels, et si j'ai pris 60-80, je trouve ça très bien. Mais voilà, donc c'est ça, c'est partir du coup du nœud sinusal. Sauf que, admettons, vous avez des pathologies
vous avez différentes pathologies qui rompent, je sais pas si c'est qui rompent, enfin bref, qui cassent en gros la liaison entre le nœud sinusal et le nœud auriculoventriculaire. Ce qui fait qu'admettons, on soit dans ce cas-là, en fait, les ventricules, ils ne reçoivent plus d'influx. Du coup, il n'y a plus de liaison. Et en fait, les ventricules, grossièrement, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont regarder en haut, ils vont dire, wesh, pourquoi on ne reçoit plus rien? Et ben, c'est à ce moment-là que la jonction, elle va se dire, vous inquiétez pas les gars, je m'occupe de tout. Elle prend le relais. L'influx ne partira plus du nœud sinusal, mais de la jonction. Ok. On aura donc du coup un rythme qu'on va qualifier de jonctionnel. C'est la même histoire. Si du coup le nœud sinusal il détaille, le nœud atrioventriculaire il détaille pour la jonction, ben, on va avoir cette fois un rythme qui va être ventriculaire. En fait, on descend, c'est défoyé. C'est le nœud sinusal, il va bien, il calme, c'est la jonction qui prend le relais, elle calme, c'est les ventricules qui prennent le relais. Donc en général, c'est les ventricules qui prennent le relais, vous mourrez. Mais bref. Donc, du coup, en fait, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que les D1, pardon, les P2, enfin, du coup, on part d'un nœud sinusal et en fait, on descend en fonction du coup du foyer qui va être disponible. Maintenant, les D1, vous allez devoir retenir le tracé du coup de chaque rythme d'échappement. Ok. Ça, du coup, la première boule noire, du coup, c'est le nœud sinusal. Ça, je vous ai mis un tracé sinusal. On est d'accord, pour l'instant, pas de galère. Et puis aussi, vous pouvez vous intéresser, hein, c'est juste que chaque jour en son temps. Si vous ne traitez pas, ça c'est grave. C'est pas grave, justement. Donc là, du coup, on parle du nœud sinusal. Vous voyez que vous avez un tracé qui est parfaitement sinusal. P devant QRS, QRS après P. OK? Maintenant, si du coup, on va être dans le cas notamment d'un BSA3 où il y a une coupure entre le nœud sinusal et le nœud atrioventriculaire. Qu'est-ce qui va se passer? C'est la jonction qui va prendre le relais. On va se retrouver avec le tracé suivant. Dans un premier temps, on va avoir une fréquence qui diminue parce qu'un autre truc que j'ai oublié de dire, excusez-moi, c'est que plus on descend, plus vous voyez que les rythmes, en fait, ils battent plus lentement. Là, vous voyez qu'on a le rythme jonctionnel, il tourne autour de 40-60 dans un état normal et les ventricules autour de 20-40. Ok. Plus le rythme d'échappement est bas situé, plus la fréquence sera basse. Donc, ici, on a un rythme qui tourne aux alentours de 180 ici pour le nœud sinusal. On va dire qu'il y a un problème, il y a une lésion, peu importe. C'est la jonction qui apprend le relais. On va donc avoir ce qu'on appelle un rythme d'échappement jonctionnel, avec du coup une fréquence qui est plus basse, qui tourne autour du coup de 40-60. J'ai un peu la flemme de calculer, mais si vous voulez faire, si ça vous amuse, allez-y. Et en fait, sur ce rythme jonctionnel, comme du coup on ne parle plus du nœud sinusal, on ne va pas avoir d'onde P. Si vous regardez bien, il n'y a pas d'onde P au début. Les QRS sont fins, parce qu'il n'y a pas de blocage particulier, on en prend encore du coup les réseaux nerveux sans problème. On n'a donc pas d'onde P, des QRS fins. Maintenant, si on doit un peu chipoter, en vrai, on peut dire qu'il y a une onde P. Je ne sais pas si vous voyez dans les ondes P, ici, il y a un petit creux. En fait, c'est ce qu'on appelle une onde P rétrograde parce que du coup, ça monte dans l'autre sens. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que la jonction, elle dépolarise en bas, mais elle va aussi du coup dans l'autre sens. Et si du coup le P, ça va dans l'autre sens, on aura donc un P négatif. Et qui du coup apparaît en général la fréquence. Donc, rythme d'échappement jonctionnel, fréquence qui va tourner autour de 40-60, P rétrograde, QRS fin, pas d'onde P avant les QRS. Ouais. Non, bon. Il n'y a pas de problème. Il y a pas de différence. Elle a demandé pourquoi on ne prend pas la même dérivation, parce que enfin, bon. Ok, donc là, du coup, le rythme d'échappement jonctionnel, c'est juste, du coup, un rythme d'échappement qui est plus bas situé, sans onde P, avec des QRS fins. À l'inverse, on va avoir un rythme d'échappement ventriculaire qui sera encore plus bas situé. On va avoir une fréquence qui est catastrophique, qui va tourner autour de 20-40. J'ai compté hier en défi, je crois qu'il y avait 11 grands carreaux, ça veut dire qu'il y a une fréquence qui est inférieure à 30 BPM. Et du coup, on va avoir des QRS larges, évidemment sans onde P. Ok. Des QRS larges, sans onde P, avec une fréquence qui est très très basse. Ok. Donc les D1, vous retenez ça aujourd'hui pour les rythmes d'échappement, les rythmes d'échappement tout simplement. Là, on a un rythme d'échappement qui est jonctionnel au milieu et ventriculaire en bas. Ouais, ouais, il est large. On va voir après la largeur et tout. C'était peut-être pas habile de ma part de vous parler de taille encore, mais c'est juste du coup pour expliquer au bien ici. Rythme d'échappement. Plus vous descendez, plus la fréquence diminue. Et du coup, si c'est jonctionnel, QRS 1, pas de P. Si c'est ventriculaire, QRS large, pas de P. OK? Il y a des questions sur ça. Ça, c'est une notion un peu chiante à comprendre. Si vous l'avez compris, vous êtes croyable. OK. Maintenant, on va passer à l'axe. On a fait Maintenant, on va faire A. Donc, du coup, l'axe, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense qu'on était beaucoup à le croire. Moi, le premier, je pensais que l'axe, par exemple, si ça avait un axe droit, c'est-à-dire que ton cœur, il était tordu à droite. Pas du tout.
Pas du tout. Ça veut juste dire que du coup, le sens de dépolarisation va aller notamment à droite, mais on va y revenir. L'axe, du coup, ça, je vous ai remis le sens dans lequel ça se dépolarise. En fait, tout le monde est d'accord pour dire que ça va dans ce sens. Le sens de dépolarisation, il suit cette flèche. J'ai juste additionné les flèches d'avant et bah, du coup, j'ai mis une grosse flèche. Et du coup, voilà. Donc, le sens de dépolarisation, c'est celui-là. Que tout le monde est d'accord. C'est quelque chose qui va du NS vers l'apex. Voilà. Et du coup, il y a des situations où cet axe il peut être dévié. OK? Il faut savoir, un axe normal, c'est compris entre moins 30 degrés et 90 degrés. Je vous ai remis le double trait de Bailey qu'on retrouve justement juste ici. On voit qu'un axe il est normal entre moins 30 degrés et 90 degrés. Ça, c'est deux valeurs importantes. Entre moins 30 degrés et 90 degrés. OK? Comment on va faire pour déterminer un axe? On va voir comment on fait juste après. On va faire la technique D1 ABF. C'est-à-dire on prend D1 et ABF parce qu'on voit qu'elles sont parfaitement comprises du coup dans l'axe normal juste ici. Et on va prendre un ECG. Ok, vous retenez D1 ABF comment elles sont, c'est-à-dire D1 qui va vers la droite, ABF qui va vers le bas. Ok, c'est-à-dire le sens positif de ABF c'est vers le bas parce qu'on suit du coup le sens du repère. Et le sens positif de D1 c'est vers la droite parce qu'on suit le sens du repère. Ok, donc je vous ai mis D1 ABF. On va prendre un ECG. Pour vous simplifier la tâche, j'ai juste pris du coup D1 ABF. Ouais, bien sûr, tu peux dire à votre. Ouais. Alors, je vais lire la question. Nœud sinusal qui ne fonctionne pas égale la contraction est moins forte égale insuffisance, point d'interrogation, puisque la pression de l'oreillette droite vers le ventricule droit est diminuée. Donc, si tu veux, je te la montre. Ouais, je vais juste. Non, nœud sinusal qui ne fonctionne pas. Nœud sinusal qui ne fonctionne pas. Je ne peux pas avoir de contraction s'il n'y a même pas d'influx. C'est juste ça en fait. Je commence à me prendre la tête. Non, un nœud sinusal qui ne fonctionne pas, ce n'est pas une question de contraction. La contractilité, c'est régi par d'autres choses, pas par l'influx électrique. Mais voilà, on n'est pas encore dans une sorte de contraction et tout. Voilà. C'est ce que j'ai ajouté. C'est bon. OK. Donc, euh, on va prendre donc D1. OK? D1, là, j'ai vraiment poussé le au max, hein, mais, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, D1 ici est positif. C'est-à-dire que vous avez une onde R qui est positive et plus grande que l'onde S qui elle est négative. Est-ce que tout le monde comprend pourquoi D1 est positif ici? OK? Tout le monde comprend pourquoi D1 est positif. Maintenant, je vais prendre ABF. ABF aussi est positif, vous êtes d'accord? OK? Mais en fait, je vais juste projeter sur mon repère, c'est-à-dire D1, je vais mettre sa valeur, ABF, je vais mettre sa valeur, et ça me donne ceci. L'axe, ici, est donc normal. Est-ce que cette technique de calcul est claire ou pas? Encore une fois, vous n'avez pas besoin de compter, je ne sais pas quoi, vous voyez D1 plus AVF plus, vous ne prenez pas la tête, vous savez que l'axe, il est normal. OK? Est-ce que c'est clair? Bref. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ouais? C'est de petits carreaux, ouais. De tout petits, ouais. Mais on va revenir après sur la distance, tout ça. Ouais. Voilà. Donc, ouais, tu veux que je te dise quoi en particulier? Tout? Là, pour calculer un axe, vous allez prendre deux dérivations principales qui vont être D1 et ABF. Parce que du coup, comme tu peux le voir ici, D1 et ABF, ça rentre parfaitement dans l'axe normal. D1, c'est positif, donc ça va être dans le sens de D1. ABF, c'est positif, ça va être dans le sens d'ABF qui, je vous rappelle, va vers le bas. Tu projettes, c'est fini. C'est tout? Voilà, nickel. OK. Euh, t- 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 on va commencer à pointer là, on va un peu commencer à s'amuser là. Voilà, l'axe, il est comment? Non, il est derrière. Mais après toi, t'inquiète, hein. Ça marche, ce qu'il doit. Donc là, du coup, les frères de Zoom, vous pouvez jouer, hein. Mais oui, oui, excuse-moi. Ok, donc Yanis nous a dit normal parce que D1 est AVF positif. J'attends aucune justification de plus, c'est exactement ça. On a D1 plus AVF plus, donc l'axe ici est normal. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Très bien. Ensuite, vas-y. Ouais, non. Du coup, l'axe se trouve comment ici? C'est là qu'il faut regarder. Non, mais après toi, t'inquiète, après toi. Vas-y, du coup, l'axe ici, il est comment? Comment tu vas faire? Ici, du coup, tu vas prendre déjà ton D1. Ton D1, il est positif ou négatif? Il est positif, je suis d'accord. Ton AVF, il est comment? Il est négatif. Donc, si tu regardes ici, comment, du coup, tu penses que l'axe, il est? Si D1 plus, AVF moins.
il est gauche, il est droit. C'est ça, parfaitement. L'axe ici, il est gauche. Parce que du coup, on a AVF moins, donc ça veut dire que ça monte, comme vous pouvez voir ici. Et du coup, on va se retrouver en dérivation axiale gauche, juste ici, avec D en plus. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ouais. Dégoûté qu'on pose cette question, je ne voulais pas y répondre, je vais quand même y répondre. Elle a posé une excellente question. Broda, c'est very good question. Elle a posé une très très bonne question, c'est euh, comment on sait quand VF est négatif, quand est-ce qu'il est vraiment inférieur à moins 30 degrés? Est-ce que vous comprenez pourquoi on pose cette question? Parce qu'en fait, si vous regardez bien ici, en soi, il existe des valeurs de AVF négatives pour lesquelles l'axe est normal. Parce qu'on peut encore aller entre 0 et moins 30 degrés. Vous êtes d'accord ou pas? Il existe des valeurs négatives d'AVF pour lesquelles l'axe est encore normal. Est-ce que c'est clair? OK? Très bonne question. Du coup, comment on fait pour savoir? Parce que si on a AVF négatif, en vrai, de vrai, ça ne va pas tout le temps dire que l'axe il est gauche. Vas-y, parce que je vois que ça démange. Est-ce que tu veux expliquer? C'est ça, tu l'as parfaitement bien dit. On doit regarder l'axe D2 avec. Pourquoi? Parce que D2, hop, parce que j'ai un petit D2. D2, c'est. Attends, je sais quoi, Pierre, je vais screen comme un ancien. Hop, non, si. On veut un peu dessiner dessus pour que vous compreniez. Je ne pas. Bon, bref, en fait, c'est juste que vous avez D1 plus AVF moins. Comment être sûr que l'axe est gauche? En fait, vous allez regarder D2. Parce que pour le coup, si D2 est juste un tout petit peu négatif, si vous regardez bien D2, bah, c'est obligatoirement inférieur à moins 30. Regardez le sens de D2, regardez comment il est perpendiculaire à moins 30 degrés. Donc, à la moindre valeur où D2 est négatif, l'axe sera gauche. OK? Donc, comment on fait pour savoir si un axe est réellement gauche? Vous regardez D1 plus, AVF moins, et pour le confirmer, vous regardez D2. Et si D2 est négatif, l'axe est gauche. Si D2 est positif, c'est-à-dire que l'axe est entre 0 et moins 30 degrés. OK? Mais ça, c'est une subtilité qu'on apprend avec le temps. Ne vous inquiétez pas si vous ne l'avez pas aujourd'hui. Oui? Non? Bah, là, tu vois qu'il est négatif. Là, tu vois que tu as une onde R qui est plus petite que l'onde S. Voilà, c'est tout. OK. Du coup, juste derrière, ouais, tu peux l'appeler en dessous? Ouais. Du coup, celui-là, il est comment cet axe? Ça me un peu. Ouais. Ouais. Donc, D1 plus, AVF plus, D2 plus. L'axe ici est normal. Très bien. Euh, c'est bon, comme ça. OK. On a fini Fra. Maintenant, on va faire Chi. Voilà, on a fait la moitié. Je vais juste voir, il est quelle heure pour voir comment on avance. 44? Ouais, ça, on est dans les... OK, donc maintenant, on va faire là. J'écris conducteur comme on a mais c'est conduction. Hein, voilà. Donc là, cette fois, on va analyser l'activité électrique de tout. OK? On va analyser chaque onde, chaque intervalle et dire s'il y a un problème ou pas. OK? Logiquement, on va commencer par l'analyse de l'onde P. OK? Donc ça, juste un petit point dessus. Euh, un grand carreau, c'est 5 petits carreaux. Voilà, un grand carreau, 5 petits carreaux. Vous pouvez compter sur les ECG normaux qui sont en dessous de vous là. Un grand carreau, c'est 5 petits carreaux. Et un petit carreau, c'est 1 mm, et équivaut à 40 millisecondes. Ça, vous devez le retenir. Un petit carreau, c'est 40 millisecondes. OK? C'est important du coup après pour les calculs selon les durées qu'on va voir juste après. Mais voilà, un petit carreau, c'est 40 millisecondes. Donc, on va commencer par l'onde P, qui signe la dépolarisation atriale, donc la contraction atriale. L'onde P, elle respecte la règle des 3 P. Elle est présente, la règle de Jure, elle est présente. Elle est positive, sauf en V1 et AVR. Qui veut m'expliquer pourquoi en V1 et AVR, elle est négative? Vas-y, c'est ce que j'aurais fait plaisir. Vas-y. Ah ouais, c'est exactement ça. Parce que du coup, V1, c'est à droite. La dépolarisation, elle va à l'inverse du coup de V1. Bah, du coup, on aura quelque chose de négatif. Pareil pour AVR. AVR, c'est au niveau de l'épaule droite, enfin du coup, la main droite. La dépolarisation, elle s'éloigne. On aura aussi quelque chose de négatif. OK? Donc, présente positive et petite. Vous avez petite. Si elle est grande, on va être dans des cas d'hypertrophie atriale. Euh,
Ça diminue énormément. Bon, en vrai, les hypertrophies, c'est super, super anecdotique, on s'en fout de fou et personne ne vous attend dessus, hein. Donc, on va pas s'en de spi, c'est pas intéressant. Mais voilà, sachez juste que l'OMP, pour retenir les 3 P, présent, positive et petite, et selon la taille, ça peut signifier des hypertrophies atriales. Ok. Maintenant, on va voir quelque chose de beaucoup plus important. C'est la deuxième notion un peu technique d'aujourd'hui, après ça ira mieux. C'est l'analyse de l'intervalle PR. L'analyse de l'intervalle PR. Alors, déjà, super, super important en rythmo, définissez vos intervalles. Ça va d'où à où? L'intervalle PR, par exemple, je peux vous dire que il va du début de l'OMP au début du QRS. C'est super important parce que ça change tout si vous ne prenez pas les bonnes mesures. Si vous me dites que PR, c'est fin P, début QRS ou jusqu'à l'onde R, ça tue tout. L'intervalle PR, c'est du début de l'onde P jusqu'au début du QRS. OK? On est bon. Le PR, il doit être inférieur à 200 millisecondes, soit inférieur à 5 petits carreaux. OK? Un PR normal, il est inférieur à 200 millisecondes. OK? Il est aussi isoélectrique. Ça veut dire que du coup, il est sur la ligne. C'est pas une isoélectrique le PR. Vous voyez ici. OK? La pathologie qui va nous intéresser, ça va être les blocs atrioventriculaires pour BAV, enfin BAV pour bloc atrioventriculaire. Et on va voir qu'il y a 4 types. S'il y a un bloc atrioventriculaire, on a le droit de se demander où est la lésion. La lésion, du coup, logiquement, ça va être au niveau du nœud atrioventriculaire ici. Ok. Pour ce qui est des étiologies de lésions, ça peut être des infarctus, ça peut être des abcès paracétodendocardies, ça peut être plein de choses. Et juste vous retenez donc la lésion d'un BAV, elle est au niveau du NAV. Ok. Parce que du coup, le PR, c'est le tendon de P qui est fait, et le NAV, il conduit. Si le PR il va être allongé, s'il va être allongé ou des fois il ne peut ne pas conduire, c'est-à-dire qu'il y a un problème ici. Okay. Donc, on va avoir les 4 différents BAV qui sont le BAV1, le BAV2 et le BAV3. Okay. Donc, on est parti pour dans un premier temps le BAV1. Le BAV1, c'est tout simple. Ça veut simplement dire que vous avez un ECG qui est voilà, c'est un tracé, tout ce qui est plus normal. Mais le PR est élargi. Là, si vous comptez, ça fait plus de 5 petits carreaux, donc plus de 200 millisecondes. Okay. Donc, ici, on a un BAV de type 1 qui est caractérisé par un PR supérieur à 200 millisecondes. Okay. BAV1, PR supérieur à 200 millisecondes et c'est tout. On est bon ou pas? On va accélérer. Alors, les BAV2. Les BAV2, ça va être un peu plus compliqué, mais vous ne savez pas pour autant. Les BAV2, il y a ce qu'on appelle un blocage P. Ça veut dire qu'il y a un QRS qui passe par là. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous regardez ici, là, vous voyez que vous avez P, un complexe QRS, donc il y a négatif, ça peu importe. P, un autre complexe QRS. Et là, vous avez une onde P en rouge qui est toute seule. Après, vous avez une reprise. OK. Ça signe un BAV2. La même chose ici. Vous voyez P, QRS, P, bref, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout va bien. Jusqu'au moment où là, vous voyez qu'il y a une onde P qui est un peu confondue dans l'onde T, où il n'y a pas de QRS derrière. Là, le gros trou, il devrait y avoir un QRS. Bah, l'onde P n'a pas conduit. Enfin, il n'a pas été conduit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que le NAV, il reçoit son onde P, il envoie l'influx au QRS, il reçoit, il envoie, il reçoit, il envoie, et à un moment, il va recevoir une onde P, il va se dire, celle-là, je la conduis. Hop, après, je reprends. Et c'est pour ça qu'après, vous voyez une reprise. OK? Est-ce que c'est clair pour les BAV2? Maintenant, j'ai parlé de Mobitz 1, Mobitz 2. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les deux types de BAV2. OK? C'est pas compliqué, hein. BAV2, Mobitz 1, ça veut dire que du coup, il y a un blocage P, comme on a dit juste avant. Mais si vous regardez bien, le PR, il est aussi allongé. Donc, le BAV2 Mobitz 1, il est défini par, du coup, il y a un QRS qui saute, avec un PR qui est allongé. OK? Le PR, ici, il est allongé si vous regardez bien. À l'inverse, le Mobitz 2, le PR, il n'est pas allongé. J'ai mis constant, mais j'aurais jamais dû mettre ça, c'est une grosse erreur. Mais là, si vous regardez bien, le PR ici, il est normal. Jusqu'au moment où on aura une onde P qui va être solo. Ce que vous pouvez retenir, c'est que le BAV2 Mobitz 2, il est plus grave parce qu'il ne prévient pas. C'est-à-dire qu'au-dessus, vous pouvez dire, ah ouais, c'est bizarre. Jusqu'au moment, ah ouais, il manque une système en effet. Pareil ici, du coup. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, voilà, c'est tout. Ce qui est intéressant, c'est que dans les bilans de chute, souvent, les vieux qui font des chutes, des syncopes, tout ça, on ne sait pas comment ça arrive, vont faire un ECG parce qu'on peut chercher notamment un BAV2 Mobitz 2 ou un BAV3, on verra après, parce que ça peut faire des syncopes dites à l'emporte-pièce, ce qu'on appelle d'Adam-Stokes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme tu sautes une systole, tu peux créer une hypoperfusion cérébrale sur le moment et béton dans les pommes, justement. Voilà, donc ça, du coup, c'est une étiologie de syncope notamment. Plus BAV2 Mobitz 2, BAV3.
Ok, maintenant on a vu le BAV2. Est-ce qu'il y a des questions sur BAV1, BAV2 déjà ou pas? C'est clair, c'est bon? Alors, on va voir ça après, de toute façon. Enfin, on va voir le BAV3 qui est le BAV ultime, indication de pacemaker avec le BAV2 Novice 2. Mais ici, le BAV3, alors là, il va falloir un peu suivre. On a un cas de dissociation atrioventriculaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, on a un mouvement qui est coordonné. Donc P est conduit après à une systole ventriculaire par du coup la conduction à QRS. C'est quelque chose qui est coordonné, quelque chose d'harmonieux. Vous avez P, QRS, P, QRS. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que le BAV3, le NAV, il va se dire, la tête de WAM, il n'y a plus rien qui passe. S'il n'y a plus rien qui passe, les ventricules ils vont regarder en haut, ils vont dire, ouais, il se passe quoi? Pourquoi on n'a plus rien? Bah, du coup, c'est ce qu'on avait dit juste avant, on a un foyer qui va prendre le relais. Ça veut dire que, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est là qu'on va avoir non pas un, mais deux foyers. Un au niveau du nœud sinusal qui crée les ondes P que vous voyez ici, et un autre notamment au niveau de la jonction qui fait que les deux ils se contractent comme ils veulent, chacun ils font leur vie. Ce qui explique un tracé où vous voyez que les ondes P avec les flèches rouges, elles sont régulières entre eux. Vous pouvez regarder, elles sont bien régulières entre eux. Les QRS, ils sont réguliers entre eux, mais P et QRS n'ont rien à voir entre eux. OK? Il y a vraiment une activité qui est dissociée. Est-ce que c'est clair ou pas? Donc, voilà, un BAV3, c'est défini par, du coup, ce que je vous ai dit, P régulière entre elles, QRS régulière entre eux, avec, du coup, comme on a dit, un rythme d'échappement qui va conduire à une bradycardie. Un BAV3, c'est en général bradycardie. OK? BAV3. Donc, ici, ça, je vous refais la petite explication de SPI. Un BAV3, ça veut dire que vous avez une lésion ici au niveau du nav. Il n'y a plus rien qui passe. Il n'y a vraiment plus rien qui passe. BAV3, c'est bloqué, bloqué, bloqué. C'est bloc, bloc à bloc. Et du coup, ici, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir en rouge la dépolarisation atriale qui marchera bien, mais comme vous avez un nœud atrioventriculaire qui ne filtre plus, vous allez avoir quelque chose au niveau de la jonction en foyer qui va prendre le relais pour les ventricules. Ce qui explique une contraction bah, en fait, qui est dissociée entre les oreillettes et les ventricules. OK? Voilà. Voilà, comme exactement ici. En rouge, vous voyez bien l'activité atriale. En jaune, bah, du coup, l'activité ventriculaire. On a ici un rythme d'échappement jonctionnel, pas d'OMP, QRS fin, et un rythme autour de 40%. OK? Est-ce que c'est clair pour le BAV3? Vous êtes sûr? C'est vrai, c'est un peu chiant, hein. Si vous l'avez compris, vous êtes 3 humains. OK? Donc, on va résumer, ouais, il dort bien. Donc, on va résumer, du coup, encore une fois, tous ces BAV. Alors, le BAV1, quel P2 me résume le BAV1? Alors que je commence à mettre des gens debout au hasard. Non, c'est bon. Tu bailles, toi. Et, non, c'est tout. Non, c'est tout. Du coup, c'est ça. Un BAV1, du coup, ça va être défini par, du coup, un pair. Non, tu l'as très bien dit. Comment définir un BAV2? Mobitz 1. Qui tente le 2 Mobitz 1? Casse-toi, toi. Ouais? Pas fort, s'il te plaît, pas fort. Ok, alors, pas de QRS, ouais, à un endroit. Il n'y a pas de QRS, c'est chaud. On est en quête d'une asystolie ventriculaire, on ne veut pas ça. Mais, tu as raison, il y a bien un QRS qui saute avec un PR qui est allongé. À la différence du Mobitz 2, où du coup, là, je l'ai un peu mieux fait avec les flèches ici, vous voyez que le PR, il est normal. Et du coup, on a un blocage P qui est juste ici, qui est à différents endroits, et voilà. Euh, un petit truc pour vous et votre vie, dans les référentiels, c'est super, super, super mal expliqué. On définit le BAV2 Mobitz 2 avec un PR qui est constant. C'est pas vrai. Le PR, il n'est pas constant. Sur un 2 Mobis 2, il est normal. Est-ce que vous comprenez la différence ou pas? Si j'ai un PR supérieur à 200 millisecondes, mais qu'il est constant, c'est un 2 Mobis, hein, vu que du coup, le PR, il est allongé. Et je sais qu'à un partiel de D2 il y a 2-3 ans, c'est tombé. On avait un BAV2, c'est-à-dire à un moment, il y a une onde P qui était solo, avec des pairs qui étaient réguliers, mais il faisait 300 millisecondes. Bah, quasi tout le monde a sauté dans le 2 Mobis 2 parce qu'on dit, ouais, le PR, il est constant, donc c'est un BAV2 Mobis 2. Bah non, parce que le père, il était allongé. C'était certes régulier, mais il était allongé, donc c'était un 2 Mobitz 1. Dans les référentiels, ils utilisent le mot constant, mais c'est pas vrai, c'est vraiment allongé. Et enfin, le BAV3, dissociation atrioventriculaire, pairs régulière entre eux, QRS régulière entre eux, et voilà. C'est bon? Allez. Donc, bon, du coup, on va se la foutre.
Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? C'est la bagarre. Ouais. Alors ça, c'est un bloc de branche, tu penses? Ouais, je ne vous ai pas encore parlé du bloc de branche. Ça aurait été méchant de ma part de vous en mettre un. Je suis pas encore sans cœur. Là, on est du coup sur des BAV. Mais quel BAV, tu penses? Est-ce que quelqu'un a une idée du BAV qu'on a ici? Déjà, on est sur quoi? Un, 2 ou 3? Ouais? Ok, très bien. On est sur un BAV2. Est-ce que tu saurais me dire s'il est Mobitz 1 ou Mobitz 2 avec ça? Prends ton temps, il n'y a pas de galère. On peut te tromper. Je dirais 2. Ok, donc on part parce que c'est bien BAV2 Mobitz 2. Très bien. Parce que du coup, tu l'as très bien vu. Les PR ici, j'ai encore mis constant parce que je suis en abruti. Mais les PR, ils sont bien normaux, conservés, avec une onde P qui est bloquée par le point d'interrogation ici. OK? Est-ce que c'est clair? Ouais? N'importe laquelle. Parce que si tu regardes, là, tes maths, tu as tous les P, tu as des PR constants avec des P qui sautent. Si tu as un trouble de la conduction, je le vois partout. Normalement. Allez, qui se lance? Celui-là, c'est quoi? Qui se lance? Ouais? C'est un BAV1. Pourquoi? T'es sûr? Ah oui, ouais, totalement, c'est ça. On a du coup bien, très bien joué. On a un BAV1 parce qu'on a des PR longs et c'est tout. C'est tout. PR sur à 200 millisecondes, c'est un BAV1. Ouais, oui. Une question par rapport à l'ECG d'avant, je t'écoute. C'est-à-dire, tu me dis c'est un BAV2 ou un BAV2. Est-ce que déjà on est d'accord sur ça? Ou pas? Oui. Oui, normal, le PR est normal dans un 2 Mobis 2, oui. Comme tu vois ici. Là où il y a le point d'interrogation, là, il n'y a pas de QRS, alors qu'avant, tu as une monte P, mais il n'y a pas de QRS derrière. Ouais, ils sont bizarres. Je pense qu'il y a un autre problème derrière. Je s'en fiche. Je pense qu'il y a un bug de branche gauche, on va dire là-dessus. Mais c'est pas le sujet. Mais oui, en effet, oui, il y a un autre point au niveau des QRS, mais les QRS ne sont pas impliqués, hein. Là, juste, on est juste en PEP QRS. Voilà. Du coup, comme notre collègue l'a brillamment remarqué, c'est un BAV1. Un petit dernier. Ouais, mon gars. Oui, j'écoute la question. Je peux lire votre. Pour le BAV Mobitz 2, est-ce qu'il revient à la normale après ou pas forcément? Bah, comme tu peux le voir, justice. Là, je suis un chien, il n'a pas la normale. Euh, Est-ce que j'en ai un qui a pas la normale? Bah, comme tu peux le voir ici, bah voilà. Là, tu vois que là, tu as un 2 Mobitz 2 en dessous, avec du coup une reprise du coup, de la conduction normale juste après. Donc oui, il peut reprendre. S'il ne reprend pas, on est dans une autre pathologie que je n'ai pas abordée, c'est le BAV 2 pour 1, mais c'est pas intéressant. Ok. Donc ça, qui tente? Un P2 de préférence, hein. Moi, je commence à désigner au hasard. Ouais. C'est un 2 Mobitz 2. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'était c'était un 2 Mobitz 1, parce qu'en vrai, je suis vraiment un chien de la casse, hein. Vraiment, on a un tout petit allongement du PR. Là, je ne sais pas si vous le voyez, juste ici, là, on a vraiment un tout petit allongement du PR, hein. Désolé. Mais en tout cas, tu as l'idée, c'était un BAF 2, c'est très bien. Ouais. L'allongement du PR est juste avant que le QRS disparaisse, pas forcément. Mais en général, oui, tu as un QRS qui est allongé juste avant. Enfin, tu as un PR qui est allongé juste avant. S'il vous plaît. Ok, donc là, du coup, très bien joué. C'était un BAV2 Mobitz 1. En tout cas, tu avais remarqué que c'était un BAV2, c'est le principal. Après, voilà. Le petit peu de 5 minutes. Donc, on va commencer à se la mettre. Vas-y, petit peu de 5 minutes. Vous revenez. Je reprends à 11h05 pile. On va pas accélérer. On est dans les temps, mais pas trop non plus. Je pense honnêtement, on va un tout petit peu dépasser, hein. Vous n'en voulez pas. De toute façon, on en fera. J'ai une question sur le chat pendant la. Ouais, on a une question, s'il vous plaît. Un petit silence, on a une question à dire du Zoom. Quoi le territoire concerné par ADF? On s'en fiche. On s'en fiche. Il y a pas... En fait, c'est une bonne question. La question, c'est quoi le territoire AVR? C'est un territoire qui est discuté. Fin de la réponse. On s'en fiche. Vous retenez V1, V4 antérieur, V2, V3, VF inférieur.
V5, V6 latéral bas, D1 à V, L latéral haut. C'est tout. Ok. Ok, du coup, maintenant on va passer à un gros morceau, très important et souvent mal compris au niveau de la physiopathe. Normalement, j'essaie de faire ça bien, donc on va essayer de prendre du temps dessus. On a fait la conduction du PR, de P en deux speed. Maintenant, on va faire la conduction du QRS. Comment un QRS, comment on dépiste un trouble du coup de la conduction au niveau ventriculaire, qui sont caractérisés, pardon, qui sont caractérisés par les blocs de branche. Ok. Qu'est-ce qu'un bloc de branche? Ah, là, vous avez un cœur. Ici, on fait ça. Et vous avez une branche gauche et une branche droite représentées par les 5 qui sont là. Ok. Jusque-là, rien de sorcier. Vous pouvez avoir des branches bloquées, soit gauche, soit droite. Ok. On va se mettre dans le cas d'un bloc de branche notamment droit. Qu'est-ce qui va se passer sur ce bloc de branche notamment droit? Bah, du coup, vous allez avoir l'influx qui va arriver. À gauche, il va se balader, il va faire sa vie, il va dépolariser le ventricule gauche. À droite, il va se retrouver bloqué par la douane. Et du coup, il y a un problème. Parce que du coup, le ventricule gauche, il peut se contracter, mais le VD, il peut up. Mais le VD, il ne peut pas du coup se contracter. Donc, comment on va faire? Bah, le VD, je vous dis, il va quand même se contracter malgré que sa branche soit bloquée. Comment ça va se faire? C'est dû à la propriété intrinsèque du cœur, de sa propagation de l'influx électrique de proche en proche. Parce que si du coup la branche droite elle est bloquée, bah, c'est pas grave, le VD il va quand même se contracter parce que l'influx il va aller de la gauche vers la droite. Ah. Ok? Donc, dans un bloc de branche droit, vous avez la branche droite qui est bloquée, le VG qui va se dépolariser et qui va envoyer son influx de la gauche vers la droite pour permettre au VD de se dépolariser. Est-ce que c'est clair? Ok? Est-ce que sur la physiopathe principale du bloc de branche, elle est claire ou pas? Parce que si vous avez compris ça, après, vous avez même plus besoin d'apprendre par cœur après le tracé. Donc, du coup, électriquement, comment ça va se voir un bloc de branche droit? Déjà, important, on va reparler de territoire. Un territoire. À votre avis, un bloc de branche droit, on le verra bien dans quelle dérivation? Quelle entre parenthèses S? Il peut y en avoir plusieurs, il peut y en avoir plus. Si vous m'en dites qu'une, ça me va. On va attendre un peu. Est-ce que quelqu'un a une idée où est-ce qu'on peut voir un bloc de branche droit? Je vous aide, c'est un précordial, ouais. On le verra très bien en V1, en effet, parce que V1, du coup, c'est ici. On va analyser l'activité cardiaque droite. V1, V2, plus ou moins V3. OK? Donc, on va se mettre dans le cas d'un BVD. La branche droite, elle est bloquée ici. Donc, là, ici, on va avoir l'influx droit qui va arriver et qui va se retrouver blox. V1, on va donc avoir une première onde R qui va apparaître. Là, pour l'instant, c'est un ECG normal. Prenez votre ECG normal, vous avez souvent une très petite onde R comme ça. Sauf que normalement, si vous regardez votre ECG normal, V1, c'est négatif. V1, c'est négatif, vu que du coup, le signal il s'éloigne. Sauf que, parce que du coup, le VG, il va se dépolariser, le VD, il ne va pas se dépolariser. Le VG va conduire jusqu'au VD avec la flèche verte que vous voyez juste ici. OK. Mais juste, je vais revenir juste avant. On a l'onde R. Et sinon, il s'éloigne, du coup, on a l'onde S. Sauf que du coup, l'influx va revenir par la propagation et ça va générer un deuxième pic que vous voyez ici, qu'on appellera R'. Est-ce que vous comprenez ce qui vient de se passer ou pas? C'est-à-dire, on a R, S, parce que ça va s'éloigner, et R', parce que du coup, on a une conduction qui va revenir. Est-ce que c'est clair ou pas? C'est clair, c'est pas clair? Là, il faut vraiment que ce soit clair. J'ai vraiment que ce soit clair. C'est bon? Ouais? Ah, voilà. C'est-à-dire, ça c'est vrai. Très bonne question. Parce que du coup, c'est que là, tu vois que ici, tu as ton premier influx qui va se heurter à droite, mais qu'à gauche, il va quand même pouvoir y aller. Et du coup, s'il s'éloigne, c'est le temps du coup que ça se propage et ça va remonter après quand du coup ça va revenir comme tu vois ici. Donc un bloc de branche droit, ça se caractérise par une morphologie typique R, S, R', R, S, R', du coup dans votre sens R, S, R' en V1. Ok? Clair, pas clair, pas clair, clair? Ouais. Voilà, ça, je vous ai remis un bête de schéma, c'est un peu tellement D4 que l'avais envoyé pour le cours. Voilà, ça, je voulais juste revenir, c'est un jour, vous voulez voir. Donc, un BBD typique. On aura donc des QRS élargis, parce que du coup, ça prend du temps, toute cette partie de ouais, je m'en vais, je reviens, nan. Donc, vous aurez des QRS supérieurs à 120 millisecondes en cas de bloc de branche complet, ici, avec une morphologie typique RSR'. Je vous invite encore une fois à vous référer à votre CG normal. Vous voyez votre CG normal V1 est négatif. Ici, quand la branche droite elle est bloquée, elle a graillé un deuxième influx qui est venu, qui a donné l'onde R' que vous voyez juste ici.
Ok? Clair, pas clair? Ouais. Ouais, prime. C'est exactement ça. Parce que du coup, ça remonte. Si tu as un truc positif, ça veut dire que tu as une fois un influx qui tombe et qui du coup il remonte après. Et ben, du ventricule gauche, la deuxième dépolarisation. Enfin, dépolarisation, pour c'est continu. Oui, ouais, faut en modalité. Voilà. Est-ce qu'on est bon pour le BBD? Bah, vous devinerez jamais. Ouais. Oh putain. Je trouve ça fait un M, ça. Ouais, vu à travers les lunettes, par bref, mon t'as capté. Oui, c'est pour simplifier ça, on dit oui, c'est une forme de M. Et quand en miroir, il y a un W, moi je trouve ça éteint de réfléchir comme ça parce que ça perturbe plus qu'autre chose. Alors si on réfléchit, bloc de branche droit, c'est bloqué, R. Donc du coup, ça va se dépolariser à partir du deuxième influx qui va revenir, RS après. Bien sûr, oui, il y a un M, mais un M, c'est un chinois, ça. Oui, pas de souci. Du coup, on définit. Là, est-ce que tu as déjà compris R, S, donc que ça va s'éloigner. Et du coup, le VG, il va envoyer son influx juste ici. On est d'accord? Son influx au VD, il va du coup générer un R' juste ici. Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? C'est le ventricule gauche qui a propagé le ventricule droit. Voilà. Ouais. R, c'est R, Q, c'est Q. Est-ce que tu peux me dire où? Parce que là, je vois juste RS hein, sur le CG normal. Ouais, V1. Ouais, bah moi je vois, enfin, perso, hein, moi de ce que je vois juste un début d'onde R qui monte. Ah, ok, ouais, excuse-moi, j'ai écrit une onde Q quelque part. Non, non, non. Juste, petite parenthèse sur l'onde Q, vous ne trouverez pas d'onde Q hein, sur un ECG normal. Hein. Voilà. Voilà. On reviendra sur l'onde Q après, mais l'onde Q, c'est quelque chose de pathologique, c'est les significations. Donc, est-ce que c'est clair pour le BBD? Ouais. Ouais. La question, c'est, vu qu'il y a un problème du coup de dépolarisation au niveau de la branche droite, est-ce que les ventricules, ils se dépolarisent pas en même temps? C'est de l'affaire du milliseconde. En soi, oui, mais c'est de l'affaire du milliseconde. Donc, c'est négligeable par rapport à notre échelle. Donc, le BBG maintenant. Le BBG, vous ne le devinerez jamais. C'est exactement la même chose. Donc, on va bloquer notre branche gauche, envoyer un influx. Cette fois, on va regarder en V6, parce qu'on va regarder à gauche. OK. Premier influx, on est R, voilà comme ça. Le temps que ça, du coup, de redescendre, juste ici. Et le VD, comme du coup sa branche droite va bien, va envoyer du coup de proche en proche et conduire à une onde R' cette fois en V6. C'est clair, c'est pas clair? Ok, maintenant, mais D1, aujourd'hui, vous allez retenir une nouvelle information. Un bébé GD novo avec une douleur thoracique, c'est un infarctus ST+, jusqu'à preuve du contraire. Donc, c'est pas à comprendre. Bébé GD novo, douleur thoracique, coronarographie dans les 2 heures. Ok? Voilà, c'est cadeau. Voilà, est-ce que c'est clair du coup pour le BBG? C'est la même logique. Très bien. Donc, cette fois, on a un BBG typique. On voit qu'en V1, on a quelque chose de négatif, cette fois parce que la branche est dépolarisée, c'est pas. Et en V6, on a quelque chose d'élargi et de positif avec une forme RR'. Les P2, vous retenez un QRS positif et élargi. J'insiste sur le positif, c'est un bloc de branche. Si vous voyez quelque chose de positif et élargi en V1, un bloc de branche droit. Quelque chose de positif élargi en V6, c'est un bloc de branche gauche. C'est la version simplifiée de ce qu'on appelle. Les B1, vous retenez RSR' en V1, RR' en V6. OK? C'est bon? On peut y aller? On va y aller. Donc, ça c'est quoi ça? Je vais en P2 maintenant de suite. Ça c'est quoi ça? Je veux pas des gens qui marmonnent en toi, non? Alors je commence à désigner au hasard. 5, 4, vas-y.
Pourquoi tu penses que c'est droit? Ouais, très bien. C'est la seule justification que j'attends en vrai. C'est que tu as un QRS large positif en V1. Je vous invite encore une fois à votre ECG normal. Votre V1 n'est pas positif. Si vous avez quelque chose de positif, ça veut dire que vous avez quelque chose qui est revenu. Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? OK? Donc, on est bon. On se retrouve donc avec ceci. RS incrément V1. OK, donc, mais V1, vous allez retenir une autre information aujourd'hui pour le BBD, parce qu'en fonction de comment les électrodes sont posées, vous pouvez avoir, en fait, vous ne pouvez pas avoir forcément des RS incrément en V1. Je vais arriver dans un bloc de branchement, je n'avais pas des RS incrément en V1, mais j'avais une onde S empâtée en V6. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Là, il y a un petit crochet chelou de l'onde S en V6. Ça, c'est le bloc de branchement. Et après, du contraire, c'est le bloc de branchement. Voilà. Vous retenez RS incrément en V1, onde S élargie en V6. Parce que du coup, encore une fois, en V6, vous n'êtes pas censé avoir quelque chose de négatif. Donc l'influx, il vient totalement vers lui. À moins que du coup, il y en a un truc qui part en vers. Je ne vais pas commencer à vous envoyer. Pareil, ça c'est quoi et pourquoi? Quel P2 va me dire ça c'est quoi et pourquoi? Ouais, pourquoi? Excellent. On a un aspect RR' en V5, V6. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On n'a pas forcément un truc RR' en V2, on a juste quelque chose d'élargi et positif. Ok. Donc BBG. Hop, BB. Voilà, vous voyez bien quand. Enfin, ça, c'est un peu ce qu'on a repris juste ici. Donc, BBD, positif l'argent V1, BBG, positif l'argent V6. Et c'est tout. C'est clair, c'est pas clair? Ouais. Je l'ai rapidement dit au début, c'est vrai que j'aurais dû plus me concentrer là-dessus. Il y a une histoire de bloc de branche incomplet. C'est une notion qui fait très peu consensus, c'est-à-dire que je sais que j'ai vu des trucs où ils disaient que c'était 110 millisecondes, d'autres 100, d'autres 80. Aujourd'hui, vous retenez 120 millisecondes pour bloc de branche complet et on s'en sortira très bien. Un bloc de branche complet, c'est défini par un élargissement supérieur à 120 millisecondes. 3 petits quarts. Oui, si vraiment ça t'intéresse, elle est juste élargie. C'est-à-dire là, tu vois qu'en V6, tu as une onde S. On regarde ton ECG normal, tu n'as pas d'onde, et pas censé avoir une onde S en V6, ou du moins très grande. Ok. Toujours se référer à un ECG normal, hein. Un mec qui est sur un ECG, c'est pas un mec qui trouve des trucs de ouf, hein. C'est un mec qui sait pourquoi un ECG est normal. Il faut que vous avez un ECG normal en tête, vous pouvez comparer du coup à ce que vous avez en tête à la normalité. Ok, on est à la fin de la conduction. Maintenant, on va voir l'intervalle QT. L'intervalle QT, encore une fois, on définit le terme. Le QT va du début du QRS à la fin de montée. Le QT, c'est le reflet de la calcémie. Ok. Si vous avez un QT long, c'est un cas d'hypocalcémie. Un QT court, c'est un cas d'hypercalcémie. Les ECG métaboliques, parce que je trouve ça vraiment éteint, hein. Vous n'allez pas avoir quelqu'un qui dire ouais, je vais trouver une hypocalcémie, comment je vais faire un ECG? Bah non. En la bio, tu regardes comme tout le monde. C'est différent. Donc ça, c'est un peu quelque chose d'urgence. Et c'est plus dans l'inverse. C'est plus s'il y a une hypercalcémie, on va chercher des signes ECG d'hypercalcémie. Et pas l'inverse. OK? Donc, donc, du coup, le QT, ce que vous devez retenir, c'est que le QT va du début du QRS à la fin de mon T. Il y a différentes normes chez l'homme et chez la femme. Mon but, c'est pas que vous reteniez par cœur. Mon but, c'est que vous compreniez tout. Pour comme ça, quand vous relisiez et que vous allez apprendre par cœur, ça va beaucoup plus vite, hein. C'est vraiment ça mon but. Tryhardez pas à prendre les valeurs maintenant, juste comprenez maintenant. OK? Donc, le QT a ses valeurs chez l'homme et chez la femme. Et long, hypocalcémie, court, hypercalcémie. OK? Ensuite, après ça, il nous reste long T, c'est-à-dire la repolarisation ventriculaire. Et pour ça, on va repartir sur la bonne électrophysiologie. Parce que vous voyez qu'ici, du coup, long T, elle correspond à la fin du coup du potentiel d'action ici. Qu'est-ce qui se passe pendant cette troisième phase? Juste ici, là, vous voyez en 3, vous avez une sortie massive de potassium. OK? Pendant la repolarisation, on a une sortie massive de potassium pour rétablir un équilibre positif du compartiment extracellulaire. Ça va être sur cette fiche, juste vous retenez. On était repolarisation. Pendant la repolarisation, on a une sortie massive de potassium et du coup, on est le reflet de la caline. OK? Mais P2, vous allez retenir onté ample, c'est une hypercalémie. Onté plate, plus ou moins négative, c'est hypocalémie. Donc, aussi, des fois, retrouver mon U que vous voyez en orange, un petit bonbon après une montée plate, c'est d'hypocalémie. Est-ce que c'est clair? Mais des insures. Alors, maintenant, on va un peu pousser l'hypercalémie. L'hypercalémie, c'est pas que le long T
pointue, nan, je sais pas quoi, qui est énergie. Long T, c'est long T pointu. C'est aussi QRS élargi et PR long. Si vous regardez bien ici, vous avez tout en fait d'élargi. OK? Parce que l'hypercalémie, ça induit un état en fait d'hypoexcitabilité. Vous retenez, hypercalémie, on a un état d'hypoexcitabilité par du coup le déplacement du potentiel de membrane, et hypocalémie, c'est un état d'hyperexcitabilité. Pour illustrer ceci, je vous présente du coup un petit extrait de Dr House que j'avais regardé il n'y a pas longtemps. Pour la faire simple, c'est une meuf là, elle n'est pas en très bon état. Elle était sous un éboulement. Elle avait sa jambe qui était en train de se manger une clé de bras par un débris. Elle est en train de faire une ischémie aiguë de membre. Ok, elle fait une ischémie aiguë de membre. Et du coup, vient ce passage. Désolé, c'est un angle. Je ne sais pas si on va entendre. Un instant. Je vais le mettre ici. Oh là là. Là, à droite. Non, 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 parce qu'en fait, je ne l'ai pas laissé. Ouais. Hop, hop. Ouais, voilà, je suis désolé pour les bras. Et découvrez ensemble sa version complète professionnelle de base. Ok, on écoute? Non, ça on n'écoute pas du coup. Écoutez. 14 secondes. Bref, en gros, là, je vais vous passer un extrait. On va le regarder tous ensemble et je vais demander à quelqu'un de me résumer ce qui s'est passé, de m'expliquer pourquoi il s'est passé ça. Ok? Ah, bref, 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 bref. Ok. No, it's been 4 hours already. Used to be a long shot, now it's crazy. We're already treating with sodium bicarbonate. Je vous résume ce qui s'est passé en deux pieds. Après, vous allez m'expliquer pourquoi. La meuf, elle fait une ischémie aiguë parce qu'elle a son pied qui est comprimé. Et la meuf, là, elle dit, ouais, il faut l'amputer. L'autre dit, non, tranquille, on lui met de l'insuline. Pourquoi? Avec vous, vous savez, vous savez. Euh, Pourquoi? Qui veut tenter? Vas-y. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, son ischémie aiguë, ça va générer une décharge potassique. Ok. Parce que du coup, par les cellulaires, on aura un excès de potassium dans le sang. Et les biens qui ont bien travaillé leur mono savent que l'insuline, c'est hypokaliémiant. Voilà. Donc, du coup, pour casser la gueule à cette hypercalémie qui va induire un état d'hypoexcitabilité majeure jusqu'ici, qui dit hypoexcitabilité, qui dit nœud sinusal qui marche moins, nœud atrioventriculaire qui marche moins, jusqu'à un rythme ventriculaire. C'est-à-dire, si on diminue l'excitabilité, on va vers un rythme d'échappement qui est pas situé. Et bah, pour contrer ça, on va foutre de l'insuline pour faire baisser le potassium. Et pourquoi le glucose? Pourquoi le glucose? Parce que c'est insuline-glucose. Pourquoi le glucose? Ouais, c'est tout. C'est exactement ça, parce que du coup, ça fait une hypoglycémie réactionnelle sinon. Qui se manifeste par quel triade? Maintenant, on n'a pas de triade en hormones. C'est déjà HP? Ouais, c'est très bien. C'est la triade de Whipple. Voilà, donc, ce qui s'est passé ici, pour vous la faire simple, la meuf, elle faisait une ischémie aiguë de membre, décharge potassique, pour contrer ça, insuline-glucose. Pour du coup éviter de lui faire un arrêt cardiaque bêtement. Ok? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok. Ok, donc, on va résumer ce qu'on a vu sur la conductance. Donc, long P, on respecte les 3 P, présente, positive et petite. Ça peut être une hypertrophie atriale très anecdotique, on s'en fout. Ensuite, on regarde le PR pour chercher si un BAB, peu importe lequel, on regarde le PR. On regarde les QRS pour chercher un bloc de branche. On regarde le segment ST qu'on verra après pour voir s'il y a une ischémie. Là, vous voyez qu'il est isoélectrique, donc il n'y a pas de galère. On regarde l'intervalle QT, le reflet de la calcémie. Et le long T, le reflet de la calcémie. Ok? C'est clair? Ok. On a fait FRA, C. Maintenant, il nous reste I. Ok? Donc, du coup, on va commencer avec I par le H d'hypertrophie. L'hypertrophie ventriculaire. Alors, l'hypertrophie ventriculaire, c'est plutôt les sportifs qui ont des gros cœurs et ils font du coup des hypertrophies ventriculaires. Comment on trouve une hypertrophie ventriculaire? On va calculer ce qu'on appelle l'indice de Sokolov-Lyon.
Comment on calcule cet indice? C'est pas compliqué. On va prendre l'S en V1. On va additionner à mon R en V5. Et on va la comparer à la valeur seuil de 35 mm. Ça, c'est du par cœur, vous pouvez l'apprendre. SV1 plus RV5 chez un sujet sain, il est inférieur à 35 mm. OK? Personne pour qu'il y ait millimètres par main. C'est 35 mm, ça fait 7 grands carreaux. 7 fois 5, 35. Et donc, on va dire inférieur à 7 grands carreaux. C'est-à-dire que là, vous voyez, SV1, ici, il y a 3 grands carreaux, ça fait 15 mm à peu près. Ici, ça fait 30 mm. On est donc sur 45 mm à peu près. On a donc une HVG confirmée ici. Est-ce que c'est clair? C'est bon, c'est clair? Donc ici, si on le fait en deux suivi, ici on voit qu'il y a 1, 2, 3, on va dire 3,5 grands carreaux. Je parle de long S en V1. SV, on voit que ça fait 3,5 carreaux. Long R en V5, ça fait 6 grands carreaux, ça fait 9,5. Comparé au 7 qu'on a comparé au début. OK? C'est bon, donc ici on a bien une HVG. Et D1, vous avez le rang B limite C. Parce que là, du coup, c'était l'hypertrophe ventriculaire gauche. Je vais le préciser, c'est l'HVG. Il y a aussi des critères d'HVD. Soit rang B, limite C. Je ne vais pas vous en parler pour ne pas vous embrouiller. Sachez que ça existe, je vais apprendre en temps voulu. En fait, on fait l'inverse. On peut faire SV1, RV5. On fait RV1, SV5, on fera voilà. Ça, c'est très important. L'ischémie. On va commencer par le du tunnel. L'ischémie, du coup, il y a 3 grands signes d'ischémie. En vrai, il y en a 4, on va dire. Ouais, une question, tu peux la lire? Est-ce que si on a un bloc de branche sur une hypertrophie ventriculaire, on le voit particulièrement sur le tracé? Alors, excellente question. Je l'ai déjà répondu oui dans un premier temps, et surtout qu'une HVG, ça peut causer du coup un bloc de branche gauche fonctionnel. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que du coup, la paroi elle est plus grande, du coup, elle est plus longue à dépolariser. Vous voyez où je veux en venir? Du coup, une HVG, ça peut s'accompagner d'un élargissement des QRS aussi. C'est clair ou c'est pas clair? Mais ouais, en gros, bien joué. Hop. Donc, l'ischémie maintenant. L'ischémie. L'ischémie, il y a 3 grands signes. Le premier qu'on a dit, c'était long Q. Donc Q, je vous invite à regarder votre procédé normal. Vous ne trouverez pas donc Q présent de manière significative. Vous regardez autant que vous voulez, vous n'en trouverez pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, les ondes Q, c'est ce qu'on appelle des séquelles. C'est des séquelles en fait. C'est des séquelles d'ischémie. Comment on voit une onde Q? Bah, du coup, c'est une séquelle. Et en fait, l'onde Q, elle est significative si elle fait plus d'un tiers de l'onde R. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, vous voyez par exemple en D2, vous avez une onde Q. Il n'y a même pas d'onde R tellement elle est massive dans le Q. OK? La même. Bon, c'est déjà fait. Et du coup, on voit des ondes Q en D2, D3, AVF. Je vous rappelle que D2, D3, AVF, c'est territoire inférieur. On peut donc ici parler de séquelles inférieures. OK? Onde Q, c'est significatif si c'est supérieur à un tiers de R. Mais en vrai, vous le voyez à l'œil. En vrai, tu ne prends pas une règle pour mesurer ça, pour dire ah non, c'est pas significatif. Quand c'est qui se voit à l'œil, vous voyez des gros ondes Q, vous dites ah ouais, c'est chelou. Systématiser un territoire, c'est encore plus chelou. OK? Clair, pas clair? Bon, ça, c'était pour l'onde Q. Hop, un autre exemple. Ici, vous voyez en V1 que l'onde Q, ici, elle est supérieure à un tiers de R, même elle fait la taille de R, tout simplement. Vous voyez que l'onde Q, elle fait la taille de l'onde R ou pas? Ouais. L'onde Q, c'est la première onde négative. C'est la première onde négative d'un QRS. Et wesh, ici, là. Je sais pas si tu vois là. C'est le premier truc qui descend. Juste pour la. On va faire un petit point sémantique, j'aurais dû le faire au début, sur QRS. Q, c'est la première onde négative. R, c'est la première onde positive. S, c'est la première onde négative qui suit une onde positive. C'est clair? Voilà. Ça, c'est les points sémantiques qui sont importants à comprendre parce que du coup, ça n'a pas forcément. Enfin, bref, on s'en fiche en vrai. Bref, ici, vous voyez une onde Q qui est significative en V1, V2. Ici, vous voyez un sort très chelou là. En V3, en V4, je dirais que ça fait à peine le tiers de l'onde R. Et du coup, ici, on peut parler de séquelles septo-apicales. Parce qu'on a V1 à V4. Ouais. C'est à partir de la ligne isoélectrique. Très bonne question, je vais vous le dire aussi. Ligne isoélectrique, tu regardes la taille de R, tu fais le tiers et tu regardes.
Mais en vrai, tu fais pas le tir, tu regardes à l'œil. Enfin, personne ne prend une règle encore une fois. C'est comme les règles CG, je ne sais pas si vous en avez acheté, mais jetez ça à la poubelle. Non, non. Bref. Donc ici, on a une séquelle septo-apicale, s'il vous plaît. Ici, on a une séquelle septo-apicale. Et on a des ondes Q présentes en de V1 V4. OK. Ensuite, un autre signe d'ischémie, c'est les ondes T négatives parce que, du coup, ça signe des ischémies dites sous-épicardiques. Voilà, une onde T négative, on peut se dire, ah ouais, c'est chelou, c'est sûrement une ischémie sous-épicardique. OK. Ça, je ne sais pas si tu en parles en vrai. Bon, non, je ne vais pas en parler, c'est super bien. Ok, ensuite, un troisième truc important, c'est le truc classique, un grand classique du rap français, le sous-décalage du segment ST, qu'on appelle aussi onde de Pardy, par D, par 2, par ce que vous voulez. Mais voilà, le sous-décalage du segment ST, c'est l'onde de Pardy. Et bref, ouais, vous m'avez compris. Et du coup, ça, c'est le stade ultime. Stade ultime, vous voyez ça, ça court, ça fait le long et ça commence la prise en charge. OK? Vous voyez du coup, ici, là, vous avez Q, R et S. Et en fait, ça monte. Au lieu de redescendre pour faire une montée, bah, ça suit des câbles. OK? Là, on voit encore lui ici. Enfin bref, on les voit partout. Là, si vous regardez bien ici, je vais vous poser une petite question. Là, il y a des sous-décalages en D2. Je ne vois pas trop les dérivations, c'est la deuxième dérivation par code du haut à gauche. Vous voyez un sous-décalage en D2, D3 et AVF. Et tout en noir. Est-ce que tout le monde voit les sous-décalages ici ou pas? Juste ça. OK. Ici, du coup, on a un infarctus dans quel territoire? Inférieur. On a un infarctus inférieur ici, excellent. Ici, cet ECG, il est comment? En 10 secondes. Vous jetez un petit coup d'œil rapide. Ouais, c'est complètement normal. Et je vous dis que cet ECG, il y a aussi un infarctus inférieur dessus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut vous retenir, c'est que 30% des ECG hypercritiques, ils sont normaux. C'est-à-dire quelqu'un qui fait un infarctus, dans 30% des cas, il va vous présenter cet ECG, genre, non, là, comme ça. Il aura mal, il va présenter du coup cet ECG qui est normal, on va dire, ouais, il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de cul, c'est bizarre. C'est pour ça qu'il faut pousser, qu'on a une suspicion, du coup, à lancer ce qu'on appelle un cycle de troponie. Les troponies, c'est des enzymes cardiaques qui, du coup, sont témoins d'une souffrance, du coup, du cœur, tout simplement. Donc, ECG normal, enfin, ECG normal. ST+, démontré jusqu'ici, sous décalage du segment ST, vous avez votre diagnostic. Là, ECG normal, il vous faut un cycle de tropo qui revienne positif pour, du coup, prononcer un infarctus sur un ECG normal. Pour aller plus loin, pour les D1, c'est pas juste on dose la tropo, c'est positif, ça y est, fin. Non, on la dose, on fait ce qu'on appelle une cinétique. On analyse la cinétique, c'est-à-dire son évolution. C'est-à-dire que je fais la tropo à T0, je la refais à 3 heures. On le disait avec l'augmentation, mais on s'en fiche juste. Vous voyez que on a une tropo à l'instant T, elle augmente 3 heures après, vous avez du coup votre diagnostic qui est posé. Maintenant, justement pour revenir sur ça, en fait, c'est deux cas différents. La différence entre ST+, et ST-. Souvent, on se dit ST+, c'est sous-décalage, ST-, c'est sous-décalage. C'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. La différence entre ST+, et ST-, c'est le degré d'occlusion de la coronaire. Est-ce que c'est clair? OK. La différence entre un infarctus ST+ et un infarctus ST-, c'est du coup le degré d'occlusion de l'artère coronaire. Vous voyez que sur le ST+, elle est complètement occluse, le ST-, elle est partiellement occluse en envoyant des emboles distales. OK. Est-ce que c'est clair ou pas? Et du coup, je vais y revenir. En fait, du coup, finalement, la définition du ST+, c'est pas un sous-décalage. La définition du ST+, c'est une occlusion fibrinochléorique qui aboutit à une ischémie transmurale qui se manifeste par la ST+. C'est pas pareil. C'est pas pareil. OK? Donc, juste ST-, l'artère, elle n'est pas complètement bouchée. ST+, l'artère, elle est complètement bouchée et ça aboutit à une ischémie transmurale qui se manifeste par une onde de Parlon. Est-ce que c'est clair? Je sais que ça fait énormément d'informations d'un coup, je suis désolé, mais est-ce que c'est clair ça déjà? Ouais? Est-ce que tu peux faire un petit peu le fort sur la fin? Ouais, c'est ça. Si tu mets ST+, ça veut dire que tu avais un sous-décalage qui est mis en évidence. ST-, tu ne parles que si du coup tu as une troponie qui est revenue positive. Excusez-moi, je n'ai pas été clair. Mais du coup, ST+, grossièrement, vous voyez un sous-décalage. ST-, le CG plus ou moins normal, vous pouvez avoir des sous-décalages. Mais
la tropo est revenue positive. C'est clair ou c'est pas clair? Ok, pour la prise en charge. Du coup, comment on réagit en fonction des deux? Si vous avez un ST+, la règle, c'est coro dans les 2 heures. Vraiment dans les 2 heures. Vraiment dans les 2 heures. Et si vous avez du coup un ECG normal, mais avec une tropo qui revient positive, c'est-à-dire en dessous, vous avez prononcé votre diagnostic d'infarctus ST-, d'IDEM ST-, bah, vous pourrez le différer dans les 24 heures si pas son interview. Est-ce que c'est clair ou pas? Ouais? Pourquoi tu parles des CPK là? Tu parles pas des CPK plutôt? Tu as raison. Alors, très bonne question et c'est pour ça qu'il y a différentes troponines. Il y a les troponines ultra sensibles, tout ça. Mais en tout cas, trop élevé. Je ne vais pas commencer à me dire, ouais, il a fondu du biceps. Tu vois. Je vais commencer à me dire d'abord, ouais, chelou, il a mal au cœur. Mais ouais, en effet. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres organes qui sont moins spécifiques, notamment les CPK. Et les CPK aussi, c'est augmenté du coup par Lise, du coup dans la partie aussi. Ok, est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, on résume l'ischémie en balle. Il est quelle heure? Oh, putain. On résume l'ischémie en balle. Donc, on a longue nécrose, longue T négative, quand vous avez un fiche, et le suscepté ou pas, du coup. Ok? Est-ce que c'est bon pour l'ischémie? Est-ce qu'il y a des questions maintenant? Parce que là, on devait faire une pause, pas la faire, on va répondre aux questions maintenant. Est-ce que c'est une pause maintenant? Ah non, on ne pas la faire. Bon, du coup, on fera la pause après. On a fini pour l'ischémie, on a fait FRA, CHI. En fait, on a tout fini. Là, vous avez analysé votre ECG, totalement. Ouais. Je ne vois pas la question. Tu peux le mettre dans... Ouais, par force, s'il te plaît. Si on a un sous-décalage, ça signe souvent une ischémie sous-épicardique ou un miroir du sous-décalage. C'est-à-dire, si tu as un sous-décalage d'un côté, tu auras un sous-décalage dans le territoire opposé. C'est pour ça, c'était ce que je vous disais. Si vous avez des sous-décalages à des endroits, mais vous n'êtes pas sûr, le protocole, c'est de faire un ECG 18 dérivations pour analyser si le sous-décalage que vous avez vu, ce n'est pas un miroir d'un sous-décalage d'un autre côté. C'est clair, c'est pas clair? Ok. Donc, on va avancer. Maintenant, on va voir les pathologies atriales focales. Ça, c'est très, 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 très important. C'est vraiment ça qui tombe. C'est ça qu'on voit le plus souvent. S'il vous plaît. Allez, c'est parti. Donc, on a deux pathologies atriales focales principales. La première étant la fibrillation atriale. La fibrillation atriale, comme vous voyez ici, le tracé, comment il apparaît. En dessous, vous avez un tracé normal, sinusal régulier. Au-dessus, vous avez une arythmie non sinusale. Arythmie, c'est pas régulier, non sinusale parce qu'il n'y a pas d'onde. OK? Est-ce que c'est clair? Ouais? Ouais? Ah, oui? Excellente question. Il a demandé l'onde P. Est-ce que c'est parce qu'on ne la voit pas ou elle est là ou elle est cachée? Non. La définition collégiale de la fibrillation atriale, c'est une asystolie atriale. C'est le perte de la systole atriale en fait. Qui se manifeste du coup par une trémulation de la ligne isoélectrique au lieu d'une bonne contraction uniforme. Ok? La définition de l'AFA, c'est une asystolie atriale. Ok? On va voir pourquoi c'est problématique, cette asystolie atriale. En fait, c'est dû à quoi? C'est juste dû, en fait, plein de foyers pathologiques qui en fait vont se développer dans les atriums et en fait ils vont spammer à un rythme à 300-400 par minute. En gros, c'est comme ça une F1. Ok? Voilà. C'est-à-dire, au lieu d'avoir quelque chose de sinusal qui conduit bien, on va avoir plein de micro-foyers du coup dans les oreillettes qui vont se développer et balancer du coup le tracé qu'on a ici avec une arythmie non sinusale. Donc, arythmie non sinusale, absence totale de rythme irrégulier, ça c'est une FA typique. Et bien, vous retenez qu'il y a des FA, il y a des cas de FA qui sont pseudo-régulières. Okay. Donc, d'où l'intérêt de se référer à la définition de la FA qui est une asystolie atriale. Si vous avez un ECG qui est régulier sans onde P, c'est une FA. Il n'y a pas d'onde P, il n'y a pas de systole atriale, c'est une FA. C'est clair, c'est pas clair? Ok. Pourquoi la FA c'est problématique? Parce que c'est une pathologie qui est prothrombogène. Prothrombogène, pourquoi? Parce que si tu perds ta systole atriale, tu sens qu'il va staser entre guillemets. Et dans l'oreillette gauche, on a une structure ici là qu'on appelle l'auricule. Ici là, je sais pas si. Enfin, en gros, vous la voyez sur la droite là. Vous avez ici, c'est un site de formation qui est prothrombogène. Ok? C'est-à-dire que si vous avez une asystolie atriale avec du coup une stase à cet endroit, vous avez des cailloux qui vont se former et du coup peuvent être envoyés de manière systémique dans le cerveau pour faire du coup des AVC, en bas pour faire des artériopathies oblitérantes et des ischémies aiguës intestinales aussi, je crois, je ne suis pas sûr. Mais bref, tout ça pour dire F1 c'est prothrombogène. Comment on fait pour gérer ça? Je m'adresse particulièrement au D1. Tout le monde en vrai de vrai. Ouais, je t'écoute.
C'est quoi les étiologies? Pourquoi tu as plusieurs foyers d'un seul coup? Alors, les étiologies, il y a différentes étiologies. Il y a des étiologies qui sont notamment métaboliques, comme l'hypocalémie. L'hypocalémie, ça fait un état d'hyperexstabilité qui peut créer plein de foyers. On peut avoir des hyperthyroïdies, on peut avoir des valvulopathies qui, par surcharge, vont venir irriter du coup les cavités atriales droites. Il y a des cas d'infarctus aussi. Bref, tout ce qui peut léser, en fait, tout ce qui peut léser ou irriter les atriums, en gros. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Du coup, comment on fait pour gérer cette situation qui est dangereuse? Cette situation qui est entre guillemets dangereuse, c'est du coup, on calcule un score qu'on appelle le CHA2DS2. C qui correspond à la congestion cardiopathie congétive, c'est les insuffisances cardiaques, ça vaut un point. H pour HTA, ça vaut un point. L'âge supérieur à 75 ans, ça vaut 2 points. D, c'est diabète, ça vaut un point. S, c'est stroke, ça veut dire AVC, ça vaut 2 points. V, c'est événement vasculaire, c'est un point. H, c'est en 64 et 74, je ne sais plus, mais bref, c'est un peu moins. S, c'est sexe catégorie. Si on est une femme, c'est plus 1. Voilà. Et du coup, on discute de l'anticoagulation curative si on a un CHA2DS2 supérieur ou égal à 1 chez l'homme ou 2 chez la femme. 2 chez la femme parce qu'elle se pose avec 1 de base. D'accord. OK? Donc ça, du coup, c'est pour l'anticoagulation. Après, il y a toute la prise en charge, mais AOD, HBP, machin, en vrai, voilà. Et voilà. Et ensuite, on va voir le flotteur atrial. Le flotteur atrial, le tracé, il est très typique. En fait, on va voir le mécanisme après, le mécanisme physiopathe. En fait, il faut voir une vidéo pour comprendre. Moi, je ne l'avais pas compris avant la vidéo. Donc, le mécanisme, en fait, comment ça marche? Vous avez un rythme qui est régulier. Là, vous voyez le schéma rythme, il est régulier. Avec, comme vous pouvez voir ici, quelque chose en TQRS. Ces choses en TQRS, on appelle ça des ondes F qui ont un aspect de toit d'usine ou de dentille. OK? Est-ce que c'est clair ou pas pour le flotteur? C'est bon, flotteur, c'est clair, pas clair? OK. Maintenant, pour la physiopathe, en vrai, on s'en fiche, c'est juste vraiment pour la culture personnelle. Hop. Comment ça marche? Je peux pas ralentir. OK. Ça va être très très vite. Là, vous voyez qu'on a une dépolarisation sinusale qui envoie une artère ventriculaire. Et en fait, on peut avoir un problème, c'est-à-dire que du coup, on aura plus cette bonne conduction. Et en fait, bah, l'influx, il va juste tourner comme ça. Et tous les 2 ou 3 tours, il va envoyer un influx. Ces tours, ça fait les ondes F. Cet influx, ça fait les QRS réguliers. Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair ça? Ça, c'est juste pour que vous le voyez une fois, on s'en fiche. Hein. Ouais. Bah, ce qui tourne, c'est l'influx ici. Là, tu as un influx qui est normal, et à un moment, il va dégénérer. Au lieu d'avoir quelque chose de synchrone et d'harmonieux, bah, il peut du coup avoir un foyer de macro-entrée comme ça. Et ça, encore une fois, c'est une sorte de lésion, d'irritation plus métabolique, je sais pas, c'est pas très bien dit. Oui. Et j'ai une autre question, c'est est-ce que quand un foyer se crée, il peut être juste temporaire ou il va forcément persister? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que la réponse est oui. Parce qu'il y a une classification DFA, c'est la classification des 5 P. On peut avoir des cas d'EFA paroxystiques, c'est-à-dire des FA résolutives en moins de 7 jours. Donc la réponse est oui. OK? Donc, voilà. Maintenant, pour m'aider en sûr, ça, c'est vraiment très, très, enfin, très important. Pas super important, mais il faut quand même le voir parce que ça peut porter à confusion. L'extrasystole atrial, ou le SA. OK? Là, vous voyez un ECG qui est régulier. Enfin, il est irrégulier. Là, on est en cas d'arythmie. Mais on a quelque chose de sinusal, pas très grave en soi. OK? Maintenant, qu'est-ce qui peut expliquer cette arythmie? En fait, au schéma, on peut comprendre pourquoi on a une extrasystole atriale. Là, vous voyez ce cœur ici, on va se concentrer sur le foyer B. Le foyer B, d'un coup, un peu comme l'AFA, il peut se dire, je vais envoyer un influx, un seul. Je vais envoyer un influx. Il va aller du coup emprunter les faisceaux du coup cardiaque juste ici et générer cette systole que vous voyez en plus au milieu. Je vais vous le réexpliquer. Là, vous voyez en rouge, ça c'est un ciel qui est régulier. En bleu, vous avez une anticipation, un QRS qui apparaît de manière anticipée. OK? Ça, c'est un QRS qui va apparaître de manière anticipée, pardon. Et qui va être suivi en vert par une période de repos compensatoire. OK? Ça, c'est le schéma typique d'une ESA. C'est clair ou c'est pas clair? En fait, ça, c'est un truc en général que tu ajoutes à la fin quand tu as bien compris le truc et tout. Mais juste pour l'aider, sachez que ESA, vous avez un QRS normal, fin, qui apparaît de manière anticipée avec un repos compensatoire. Ouais. Il est toujours plus long, justement. Ou alors, enfin, il y a forcément des cas où il n'est pas, mais la plupart du temps, il l'est. Voilà. Est-ce que c'est clair ou pas? Parfait. Donc, juste pour un petit peu encore la prise en charge,
Comment on fait pour gérer une FA ou un flotteur? On va adopter ce qu'on appelle des stratégies de cardioversion. Les deux stratégies principales, ça va être le choc électrique. Qui a avantage à AP en cardio? Qui est en cardio AP? Alors, parfait, je ne vais pas dire ce que je pense de stage alors, mais on peut faire des cardioversions là-bas. Il laisse à des étudiants si ça vous intéresse. On propose des trucs, tu choques. Voilà, si ça vous intéresse. Et l'autre stratégie, c'est la stratégie médicamenteuse. En fait, la stratégie électrique, c'est comme chez toi quand Internet ça bug, tu éteins le routeur et tu le rallumes, c'est le même délire. Tu branches, tu envoies un influx et ça repart. Ok? L'autre stratégie, c'est médicamenteuse avec des antiarythmiques. Les antiarythmiques principaux, c'est ce qui va être amiodarone, sotalol et flécaïne, qui ont des indications particulières et des effets indésirables qu'on rencontre. Donc la cardioversion est soit électrique, soit médicamenteuse. OK? Donc voilà, ça a été médicamenteuse. Maintenant, ça, il y avait une étude qui date d'une quinzaine d'années. Peut-être ça va rentrer dans les recos. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Voilà, je vais laisse un peu la lire. C'est-à-dire les mecs, ils ont soigné une FA avec un TR. Voilà. Et du coup, il y a différentes stratégies avec ça. Non, on ne va pas faire de pause, hein, vous n'en voulez pas. Est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des questions par rapport au rythme artério? Là, tout le monde a compris. Là. Tout le monde a tout compris. Ok, vous êtes chaud. Maintenant, on va aborder la dernière thématique qui sont les troubles du rythme ventriculaire. Ça, c'est des situations d'urgence. En vrai, c'est assez typique. C'est des cas assez typiques à reconnaître. Ok. Le premier trouble du rythme ventriculaire a la même logique que l'extrasystole atrial. On va avoir l'extrasystole ventriculaire. C'est-à-dire là, d'un foyer, il va générer un influx. C'est comme le SA, mais avec le SV. OK? Comment ça va se traduire? En fait, vous avez quelque chose de normal. Enfin, non. Vous avez un tracé, et à un moment, vous allez avoir un QRS large de morphologie atypique qui va apparaître. Et du coup, ça, c'est une ESV pour extratypal ventriculaire. C'est bon? OK. Cette ESV, du coup, voilà, on la voit aussi. C'est qu'il y a un QRS large qui sort de nulle part. Et du coup, ils sont larges. Ça correspond à un battement en plus. OK? Ça, c'est l'ESV. Ensuite, on va voir la TV. La TV, c'est quoi? C'est des USB qui somment à un rythme très rapide, à une fréquence très rapide. Et du coup, une TV, on a vu qu'une USB, c'est un QRS large. Bah, une TV, c'est une succession de QRS larges qui vont suivre comme ça de manière très rapide. OK? Ce qui va nous donner lieu. Enfin, du coup, les QRS sont larges, réguliers et monomorphes. Ça veut juste dire en fait que les QRS sont larges et réguliers. En vrai, de vrai, c'est juste ça. Un large régulier à la même forme, ça fait une TV. Qui va donner lieu à l'aphorisme suivant, qui est toute tachy à QRS large est une tachy ventriculaire jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Ça, du coup, c'est ce qu'il faut retenir de la TV. Toute tachy à QRS large est une TV jusqu'à preuve du contraire. C'est bien, docteur Vincent. Et du coup, comment expliquer? Une des causes, du coup, de cette TV, on va retrouver les cas d'hypoexcitabilité. Est-ce que je peux relancer le truc? Là, je vais encore une fois vous demander ce qui s'est passé. Si j'arrive à retrouver la vidéo. Incroyable. OK. Là, ça va partir direct. Comme d'hab, on va regarder ce qui va se passer. Je vais vous expliquer en deux spies et vous allez m'expliquer la physiopathie de ce qui s'est passé. Ouais, bien vu. Ok. Bon, déjà, on voit le scope. Là, déjà, le scope, il annonce rien de bon. Hein. Vous voyez 140, des trucs un peu chelous, c'est bizarre. If we're testing looking, You just have 500 pounds. QRS getting wide on the test, right? We better make it fast, so if I do cardiac arrest. Oops. Go to the white complex tachycardia. I can get a trouble. Listen, it's not a narcotic. I'm not looking for a buzz. Give it about 20 seconds. Bref, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, je veux bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a une idée de ce qui s'est passé alors que la traduction, vous m'expliquez? Ouais, ouais. Ok, bien joué. Si, c'est ça. En gros, il a demandé une portion de gluconate de calcium. C'est pas ça qui m'intéresse, mais tu as parfaitement raison, je vais y revenir après.
En fait, surtout comme tu l'as très bien dit, il a capté, il a dit, mes QRS s'élargissent. Mon potassium est au plafond. C'est-à-dire qu'en fait, il a capté qu'il était en hypercalémie avec du coup ses QRS qui s'élargissaient. Ok? Sauf que hypercalémie, hypoexcitabilité, risque d'échappement. Et du coup, il était en train de faire un arrêt cardiaque à cause du coup de son hypercalémie. C'est clair ou c'est pas clair? Ok? Et le gluconadocalcium, en fait, c'est un truc qui a un effet stabilisant dans le membrane. C'est pour ça que voilà, il a demandé ça. Ok? Et maintenant, on est bon. Ok, maintenant, on va voir la torsade de pointe. La torsade de pointe, c'est un autre trou de oui. C'est large. C'est large. C'est large. Et du coup, c'est hypoexcitable. Si c'est hypoexcitable, ça galère à se dépolariser. Torsade de pointe. La torsade de pointe, c'est un autre type de rythme ventriculaire. Cette fois, c'est tout simple. C'est un aspect torsadé. Voilà. Vous voyez un truc comme ça, des QRS de durée égale, mais avec un aspect torsadé comme ça fait une torsade de pointe. Ok, ça aussi, c'est un trouble du rythme ventriculaire. Ils sont réguliers entre eux, la durée elle est constante, et cette fois, c'est l'amplitude qui est variable dans la torsade. Est-ce que c'est clair? C'est bien. Ensuite, juste pour revenir sur la torsade, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une étiologie, c'est la variation du QT. Ça, c'est ce que j'essaie de vous dessiner avec beaucoup d'amour. Mais ici, on a un QT long, un QT court. Et donc, du coup, long se dépasse. Ok. Et en fait, une étiologie, du coup, de la torsade de pointe, ça peut être des perturbations de ce QT à cause de ce qu'on appelle le phénomène R sur T. Qu'est-ce que ça veut dire? Long T, on est tous d'accord pour dire que c'est la repolarisation. En fait, pendant cette repolarisation, il y a une période réfractaire et de vulnérabilité. Ce qui fait qu'en fait, la moindre excitation pendant cette période-là, le cœur il peut s'emballer et partir en steak et faire une torsade de pointe. D'où le fait que si on a le QT qui bouge, en fait, il peut atteindre le QRS suivant ou se rapprocher d'une USB. Ici, j'ai préféré prendre une électron seule. Et si vous regardez bien ici, là, vous avez l'onde T avec une onde R juste à côté, et là, l'onde R sur le sommet de l'onde T. Okay. Et en fait, ça, cette dépolarisation pendant cette période de vulnérabilité, ça peut générer un trouble du rythme ventriculaire et faire une torsade de pointe. Ok? C'est clair, c'est pas clair? Voilà. La fibrillation ventriculaire a la même logique que la FA. C'est plein du coup de petits foyers qui du coup arrivent plus à se contracter et qui tremblent entre guillemets et qui du coup fibrillent. Là du coup on voit que c'est vraiment une anarchie totale. On a l'amplitude variable, la durée variable, l'irrégularité. Et voilà. Donc les QRS d'une FV pour fibrillation ventriculaire, polymorphe, amplitude variable, durée variable. Et ça c'est urgence utile. Ça se choque ça, comme tous les autres durées ventriculaires. Ok, donc maintenant on va s'entraîner. On va faire ça en deux suivi. Ça, c'est quoi ça? Vous sortir à l'heure. Ça, c'est quoi ça? Ouais. Ça, c'est un bloc de branche gauche. Qu'est-ce que tu en penses? Et pourquoi tu m'as dit ça? Ça te dérange pas, hein? Justifie. Ok, du coup, on n'est pas trop dans un cas de BBG. Par contre, qu'est-ce que vous voyez ici, là? Ouais, je l'ai entendu. Ici, vous voyez des QRS de morphologie atypique qui sortent de nulle part, avec un sort de repos compensateur derrière. Ça, c'est une ESV. Ouais, pardon? Là, tu vois trois QRS fins qui sont réguliers entre eux. Et là, tu as un QRS large qui sort de nulle part. C'est ça l'ESV. Et tu en as une autre qui est juste ici. Voilà. Ça, c'est quoi ça? Vous pouvez lever la main et me dire. Qui tente? Qui tente, ça c'est quoi ça? Ouais, je sais pas le nom. C'est le Zoom qui veut jouer. Ouais, c'est totalement une ESV aussi. Là, on en voit une ici, une autre ici, elles ont juste une morphologie différente. C'est-à-dire qu'il y a deux foyers ventriculaires qui peuvent envoyer comme ils veulent. Voilà. Ça, c'est quoi ça? Ouais, ça, c'est un infarctus. Ça, c'est un infarctus. Avant l'infarctus. Ok, ça, je le garde de côté. Ouais. Ok, ici, on a des QRS qui sont élargis, réguliers et rapides. On est dans le cas d'une TV ici. Voilà. Ici, on a une tachycardie ventriculaire à cause de QRS larges qui sont tachycardes. OK? Ici, on a quoi? Ouais?
On a un flotteur ici? Une torsade? Ok. Qui veut retenter? Ouais. C'est une TV aussi. On a des QRS larges réguliers monomorphes, c'est une TV aussi. C'est beau. Ok? Ici, on a quoi? Cherchez pas loin. C'est dans les 4 trucs qu'on a vus juste avant. Ici, vous voyez quoi là? Là. Ouais. Ouais. Ça, c'est bien ton interprétant. Non, ici, il n'y a pas de décalage parce qu'ici, on est dans le cadre d'extrasystole ventriculaire également. Ici, on a deux ESV. Ensuite, on a deux ESV. Ici. Ok, ça, vous avez des QRS larges qui sortent de nulle part. C'est des ESV. Ok, c'est clair, c'est pas clair? Ouais, j'écoute la question. C'est est-ce que si on a une hypertrophie peux- Ouais, attends, je te le montre. De galère. Est-ce que si on a une hypertrophie ventriculaire, ça peut donner un QRS large et porter à confusion sur une tachycardie? C'est une excellente question parce que toute ta QRS large est une TV jusqu'à preuve du contraire, mais vous pouvez avoir des cas où, par exemple, vous avez un bloc de branche et une tachycardie qui, du coup, donner lieu à une tachycardie à QRS large. Donc, oui, ça peut prêter à confusion, mais en général, ça se crame et on ne va pas vous piéger sur ça. Bon. Ouais, exactement. C'est ça, parce que du coup, ESA, ça emprunte le faisceau électrique classique du cœur qui donne des QRS 1, et ESV, c'est par la conduction de proche en proche qui est du coup plus lente. Ok, alors, on s'en fiche. Ça, on est dans le cas d'une fibrillation ventriculaire, parce que là, on voit très bien qu'il y a pas vraiment quelque chose de très uniforme. Ok, donc ça, du coup, c'est une fibrillation ventriculaire. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est une torsade, ça. Bien joué. Ok, là, du coup, on a bien lu à une torsade parce qu'on a quelque chose d'amplitude variable, mais de durée égale, s'il vous plaît. Ok, maintenant, ouais. Dans une torsade, non? Non? Bah, regarde, tu t'en vois, je me dis. Non, là, du coup, il n'y a que des QRS de morphologie, du coup, d'amplitude variable. Oui? Vas-y. La question, c'est comment on différencie TV de FV? C'est ça? Non, pardon, de TV de torsade de pointe. Par l'amplitude. Par l'amplitude. Ta TV, l'amplitude, elle est constante. Ta torsade, l'amplitude, elle est variable. Ok? Ouais? Non, dis-moi. Ça part de l'atrium. Les QRS sont fins pour que ça en prend des voies de conduction. ESV, ça part du ventricule. Les QRS sont larges. Ouais? Ouais? Ouais, bah, je vais le montrer. Mais oui, c'est ça. Juste c'est fin. Avec anticipation au propos compensateur. Voilà. Ouais, j'écoute la question. Est-ce que si tu as une insuffisance cardiaque, tu le vois direct sur le CG? Non, parce que l'insuffisance cardiaque, c'est des signes très spécifiques. Les insuffisances cardiaques, ça va être du coup des signes de cardiomyopathie dilatée ou hypertrophique. Donc non, il n'y a pas de signe spécifique. Mais ouais, on pourrait en sortir. OK? Donc, je veux 5 personnes au tableau. Chacun va faire un truc avant que j'en désigne au hasard. Soit j'en désigne au hasard, soit il y en a 4-5 qui viennent au tableau. J'ai commencé à vous lever un par un, là. Parce que je vois des externes en fond, là. Ouais. Bref, alors au hasard, toi. Ah ouais, ça fait mon regard. Toi, Salma, toi. Ouais, vous deux, debout, au tableau. Je prends. Vas-y, Yusra. Ok. Alors, vas-y. 1, 2, 3. Si. Allez, mon gars, Alex. Mon gars, Alex. Et on va faire avec. Alors, dans l'ordre, vous mettez en ligne. Ok, donc je vous attends. Alors, dans l'ordre, Alicia, tu vas me calculer la fréquence et tu vas m'expliquer comment tu fais. Je vais le répéter aux autres pour qu'ils entendent.
Ouais, de QRS. Tiens. Donc, tu estimes la fréquence à combien? Ça fait 75. Ok, tu peux passer derrière. Donc, toi, ta fréquence est à 75. Le rythme, tu trouves comment, toi? Le rythme là, on regarde entre différents QRS, il a l'air plus ou moins régulier. Très bien. L'intervalle Très bien. Et est-ce qu'il est sinusal? On a bien fait QRS, et à chaque fois fait QRS. Ok, donc le rythme est sinusal pour toi. Très bien. Derrière. Alors, le PR, tu le trouves comment? Pardon, l'axe. Excuse-moi. L'axe. L'axe. Là, tu peux faire ça, Il est parfait pour toi en plus, celui-là. Vas-y. il y a été positif. Très bien, positif. Ensuite, après, F, négatif. Oui, négatif, oui, négatif. On regarde aussi peut-être. Donc, C'est pas normal. Ah, c'est normal. on est sur un axe normal. Est-ce que tu saurais me définir, il est en combien de degrés à peu près du coup? Est-ce que tu as un DA+, AVF-, D2+, Plutôt moins. entre 0 et moins 30? Très bien. On est derrière. Mon gars Alex, le PR, tu le trouves comment? PR. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, au début du QRS, et tu le trouves comment? Il est long, il est court, il doit faire moins de 5 petits carreaux. Il est long? Ok, je retiens. Ok, c'est pas fini, c'est pas fini. Les QRS, tu les trouves comment? Ils sont un peu élargis aussi. Ok, ils sont élargis. C'est quoi la taille? C'est 3 petits carreaux à peu près. Voilà, ils sont tous à. Ah non, ils sont à 3 en fait. Non, c'est un peu 4. Tu peux regarder en V6? En V6, en V6. Là, tu les vois bien en V6. Donc, du coup, tu m'as dit QRS élargi. Très bien. Donc, on est d'accord pour dire qu'il y a un bloc de branche. Il est gauche ou droit? Euh, Gauche. Ok, je retiens. Derrière. Est-ce que tu trouves que il y a est-ce que je trouve qu'il y a des signes d'ischémie particuliers ou pas? Je trouve qu'il y a des ondes Q quelque part. Donc je rappelle juste avant, pour l'instant, je te laisse un peu réfléchir. Je rappelle juste avant, les collègues ont dit une fréquence à 75, fais tes bails. Une fréquence à 75, un rythme régulier sinusal, un PR un peu long, un bloc de branche gauche. Pour l'instant, je ne fais que rappeler, je n'ai pas dit que c'était ça, hein. Je vais répondre à la question après, Manon, t'inquiète. Mais voilà. Je sais pas. Pas de souci, t'inquiète. T'inquiète. Ok. Moi, je ne vois pas non plus, perso. Je ne vois pas dessus de décalage. Ah oui, elle. Voilà, je ne vois pas dessus de décalage, je ne vois pas non plus. Vous pouvez aller vous rasseoir, c'est très bien. Merci beaucoup, on peut les applaudir. Merci. Donc, on va voir si j'avais dit que de la caille ou si c'est carré. Alors, cet ECG, tu as dit une fréquence à combien déjà? 75. Félicitations. Très bien. Ben, on a bien une fréquence à 75. Le rythme, notre collègue nous a dit qu'il était régulier sinusal. Excellent. P devant QRS, QRS après P, partout. Que tout le monde est d'accord. Vous m'arrêtez quand vous n'êtes pas d'accord, hein, là, parce que je vais commencer à déballer, on a trop le temps. L'axe est normal, limite gauche. Très bien, ça c'était ce qu'on a dit. D1+, AVF-, D2+, on est en 0 et moins 30 degrés. La conductance, Alexandre a très bien trouvé le BAV1 avec le PR allongé, bien joué à toi. Avec, en plus de ça, un bloc de branche gauche. Très bien. Il y a des BAV1 et des BG, trouvé par Alexandre. Je dois demander les compétences sans cliché. Pas de signe d'ischémie. Tout est carré. OK? Donc, là, en vrai, on a fini pour le gros du gros. Maintenant, là, c'est que du plus. Vous voulez vous casser à aller manger, faites votre vie ou pas. Mais là, c'est que du plus. OK? Donc, on va commencer du coup par quelque chose de très important. C'est une notion qui est un peu abstraite, qui est la notion du cœur pulmonaire. La notion du cœur pulmonaire, c'est quelque chose qu'on retrouve sur les pathologies respiratoires sous-jacentes, à base de BPCO, d'insuffisance respiratoire chronique et tout. Et ça va donner un aspect à un ECG. Si vous regardez bien, on aura un axe qui va être notamment droit. Ici, vous avez un D1 qui est négatif. Tout le monde voit le D1 négatif? D1 négatif, c'est axe droit. Okay, D1 négatif, vous avez une onde, enfin un QRS en vert qui est franchement positif. Est-ce que tout le monde voit le QRS en vert positif?
si vous regardez votre ECG normal, il est censé être négatif. Ça veut dire en gros que vous avez des cavités droites qui sont grosses. En gros, pour la faire simple, le cœur pulmonaire, c'est un retentissement sur la cavité cardiaque droite. Ça se manifeste par un axe droit, des hypertrophies ventriculaires droites. Il peut y avoir des blocs de branche droit parce que du coup, on allonge la taille et du coup, ça peut être plus long. Et voilà. Donc ça, du coup, c'était pour le cœur pulmonaire. Comment ça s'explique? Il peut y avoir de l'hypertension portale, il peut y avoir de l'insuffisance respiratoire qui va causer du coup une polyglobulie parce que du coup, il y a le mécanisme rénal, tout ça. Enfin, bref. Voilà, le cœur pulmonaire, c'est ça. Ça, du coup, c'est un ECG qui est un peu plus typique d'une pathologie. Ici, on va retrouver, si on regarde comme ça, si on analyse, vous voyez qu'en D1, vous avez une onde S qui est grande. Et du coup, ça veut dire qu'on a un début de déviation axiale. Une onde S en D1, ça veut dire que l'axe commence à se barrer à droite. Vous êtes d'accord? Et du coup, il commence à être négatif. D1 qui commence à être négatif, c'est-à-dire l'axe commence à se barrer à droite. C'est-à-dire, on se dit, ah ouais, chelou, il y a peut-être un truc pulmonaire. On voit une onde Q et une onde T négative, du coup, en D3. Ça, c'est un outil qu'on verra après. Avec, si vous regardez bien en V1, du coup, enfin, on verra ça après, une tachycardie, un bloc de branche droit qui est fonctionnel, du coup, des T négatifs en intérieur. Ça, c'est un ECG d'embolie pulmonaire. Et en fait, soit vous apprenez ça bêtement par cœur, soit vous comprenez que S1, parce qu'il y a une hypertension pulmonaire à un endroit, du coup, ça va un peu dévier l'axe. Tachycardie, parce que du coup, vous avez du mal à respirer, donc votre cœur va battre pour compenser ça. BBD, des cavités cardiaques droites qui augmentent de taille, du coup, on aura un retard de conduction. T négatif en V1, V2, V3 notamment, c'est les cavités du coup droites, et du coup, ça reflète du coup la mise en tension de ces cavités cardiaques droites. Et voilà, donc ça, c'était un ECG de B. Un ECG de B. Pour le diagnostic d'EP, tout ce qu'on a vu ici, c'est des signes qui sont certes sensibles, mais pas spécifiques de l'EP. OK? Bah ça, en fait, ça, c'est un critère en fait, qui va vous orienter dans votre prise en charge et dans votre suspicion. Quelqu'un qui vient dyspnée, douleur thoracique, vous allez dire OK sur mon EP. Vous allez faire ce qu'on appelle un score de probabilité, qu'on appelle le score de Genève et le score de Wells. Dedans, on va retrouver tout ce qui va être cancer, ça va rajouter des points, ce qui va être la contraception proliférative, bref, plein d'autres choses comme ça. L'obésité, enfin, je crois que c'est les chirurgies aussi, super à 30 minutes en général, bref, plein de critères qui vont vous orienter vers une probabilité qui va être faible, intermédiaire ou élevée. Vous avez, admettons, vous avez une probabilité faible ou intermédiaire. Douleur thoracique, un antécédent de paix dans la famille, j'ai fait une chirurgie il n'y a pas longtemps, enfin bref, voilà quoi. Probabilité faible intermédiaire de paix. Je vais doser les dédimères. Qu'est-ce que les dédimères? C'est les produits de dégradation de la fibrinolyse. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez un caillot, en fait, dans le sang, quand il va se désagréger, il va libérer des dédimères. Donc, si vous avez des dédimères dans le sang, ça veut dire que vous avez un caillot qui s'est baladé. Donc, je vais doser mes dédimères. OK? Si ma probabilité elle est élevée, je vais directement à l'angioscanne. Dédimères positives, je vais à l'angioscanne. Dédimères négatives, c'est une très bonne sensibilité, mais une très mauvaise spécificité. Je peux sur le diagnostic de paix. Je résume. Ma proba, faible ou intermédiaire, je fais mes dédimères. Ils sont positifs, je fais mon angioscanne. Si j'ai une proba clinique qui est élevée, je ne perds même pas mon temps à faire des dédimères, je vais direct à l'angioscanne. Et là, du coup, on peut établir un diagnostic de paix, comme vous pouvez voir ici. On a une EP massive bilatérale, avec du coup ce qui est hyper dense ici au niveau des deux artères pulmonaires. OK. On a des signes de péricardite aussi. Signes de péricardite, en vrai, comment expliquer? Il y en a deux principaux. Le premier, c'est aussi en sus-décalage. Mais, à la différence de l'infarctus, le sus-décalage ici, vous voyez qu'il est concave vers le haut. Est-ce que vous voyez un peu la morphologie différente ici? C'est que là, vous avez un sus-ST qui est concave et qui est moins massif aussi, qui ne fait pas du coup toute la, enfin, qui fait pas tout à fait du coup. Ici, vous avez un sus-ST qui est concave, ok? Sus-ST concave, vous pouvez avoir un sous-décalage du segment PQ, un microvoltage, ça fait une péricardie, ok? Ça, c'est vraiment, il y a 4 stades du écrit de la péricardie, on ne va pas se prendre la tête dessus, juste, vous pouvez voir qu'au stade 1, on peut avoir un sous-décalage du segment PR ici. Sous PR, sus-ST concave, ça fait très péricardie. Ça, c'est pour mes D1. Mes D1, je vous ai dit au début qu'on avait des hémibranches aussi. C'est-à-dire que vous pouvez avoir non pas des blocs de branches, mais des blocs d'hémibranches aussi. Comment on fait pour les diagnostiquer? C'est super, super simple. Là, vous avez un ECG. Vous regardez rapidement, il a un axe qui est dédié à gauche. D1 plus, AVF moins, D2 moins. Donc l'axe ici, il est gauche. Tout le monde est d'accord pour dire l'axe ici est gauche. OK? Bah, si cet axe il est gauche et que je n'ai pas de bloc de branche gauche, je peux me prononcer sur un hémibloc
antérieur gauche. Pourquoi c'est important de préciser pas de bloc de branche gauche? Parce que si du coup j'ai un bloc de branche gauche, c'est-à-dire que la lésion elle est plus haut. Donc évidemment que mon hémibranche aussi, elle ne va pas être fonctionnelle en fait. Ok, donc je répète, un axe gauche sans bloc de branche gauche, c'est un hémibloc antérieur gauche. Là vous allez me dire, ok, et du coup axe droit, ça fait hémibloc postérieur? Bah oui. Voilà. Là vous avez un axe droit B1 aigle à B+, l'axe ici est droit. Sans bloc de branche gauche, vous avez un hémibloc postérieur gauche. Ok, ça je vous l'ai montré. Maintenant, vous le sortez de votre tête tout de suite parce que ça, c'est vraiment pas la première cause qui dévie les axes droits. Ok, il y a des études qui ont montré que du coup, c'était pas, comment dire, la première cause de déviation axiale, c'est pas les hémiblocs, c'est même très rare les hémiblocs postérieurs. Mais vraiment, du coup, en général, c'est ce qui va être hypertrophie et tout ça. Ok. Dernière notion, après je vous lâche, c'est les notions de voies accessoires. Ok, ça va être intéressant pour tout le monde. Alors, ça c'est un cœur. Si je vous le jure, c'est un cœur, ça. En fait, là, vous avez votre nœud sinusal, votre nave et vos branches gauche et droite que j'essaie de vous présenter du mieux que j'ai pu. Ce que j'ai essayé de faire par là, c'est de vous expliquer qu'en fait, ces deux cavités, elles sont imperméables électriquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, qu'est-ce que j'essaie de maladroitement vous dire? C'est que si j'ai une dépolarisation quelque part dans le carré bleu qui représente mes atriums, son seul moyen de passer au ventricule, c'est de passer par le nave. Okay, son seul moyen d'atteindre les ventricules, peu importe l'endroit où ça se dépolarise, c'est de passer par le nœud atrioventriculaire qui est le petit trou que j'ai fait juste ici. Ok, voilà. Sauf que ça, du coup, c'est quelque chose de normal. Ça, c'est le nœud sinusal, le nave avec les branches gauche et droite en dessous. Sauf que des fois, il y a des malformations congénitales qui peuvent rompre cette imperméabilité et créer un faisceau accessoire comme vous voyez juste ici. Ok, ce faisceau accessoire juste ici. Ça veut dire que peu importe l'endroit où on va avoir une dépolarisation auriculaire, bah, ça pourra emprunter cette voie accessoire sans passer par le nave. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ou pas? Ok. Et ça, du coup, la première pathologie, c'est ce qu'on appelle du coup une malformation avec un faisceau de Kent, ce que vous voyez ici. Ça veut juste dire que du coup, il y a un autre moyen de passer oreillette ventricule, c'est par le faisceau de Kent, et ça peut donner lieu au syndrome de Wolff-Parkinson, de l'office de Parkinson. Et en fait, électriquement, comment ça s'explique? Bah, si du coup, vous avez une voie accessoire, ça peut passer par là. Et si ça passe par là, ça va donner un état de pré-excitation avec, vous voyez ici la flèche, le QRS au lieu de monter droit, il monte un peu en avance. Ok? C'est clair ou c'est pas clair? Ce qui fait que sur un Wolf, vous aurez du coup ce qu'on appelle des ondes delta, c'est-à-dire un triangle ici, on le voit bien juste avant. Vous pouvez voir votre ECG normal pour voir à quoi ça ressemble un peu normal quand c'est fin et quand il y a des ondes delta, avec un PR court. Là, vous voyez que les PR, par contre, sont raccourcis. Je vous ai dit que le PR, il est inférieur à 200 millisecondes, mais il doit aussi être supérieur à 120 millisecondes. Un PR normal, c'est entre 120 et 200. Ok, PR normal, c'est entre 120 et 200. Au-dessus de 200, on suspecte un BLV. En dessous de 120, on suspecte une préexcitation. Ok, et du coup, c'est le Wolff Parkinson. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si on a une FA, c'est-à-dire une pathologie atriale qui tape à 300-400 par minute? Tiens, d'ailleurs, juste, la FA, c'est une pathologie qui tape à 300-400 par minute avec un rythme atrial. Pourquoi sur un ECG normal, la FA, c'est des rythmes qui tournent autour de 120, 160, des trucs comme ça, alors qu'on a 300-400 par minute dans les oreilles? Ben, ça, c'est dû à une propriété intrinsèque au NAV. En fait, c'est un filtre. Il filtre tout. Si vraiment il reçoit trop, il va dire c'est mort, j'envoie pas tout. J'envoie une partie, mais j'envoie pas tout. C'est ce qu'on appelle une conduction décrémentielle. On verra ça en euros. Ça veut dire que tout ce qu'il reçoit, il va dire ça j'envoie pas, ça j'envoie pas. Mais s'il y a un faisceau accessoire avec une FA, le faisceau accessoire, il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre. C'est-à-dire s'il reçoit 300-400 par minute, il va les envoyer, lui. Et du coup, si vous avez une FA sur un cœur qui est en état de pré-stabilité, c'est-à-dire avec un faisceau accessoire, on peut avoir lieu à ce tableau catastrophique de Super Wolf avec des ECG qui montent à 300-400 par minute BPM. Voilà, ça c'est Super Wolf. C'est l'évaluation Super Saiyan du Wolf Parkinson. Et voilà, ça fait des Super Wolf. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Voilà, dans ce cas, j'ai fini. Je vais rester un peu ici s'il y a des questions. Et sinon, je fais la buste après, si vous voulez travailler ou poser des questions. Si le Zoom aussi, il y a des questions, n'hésitez pas. Hein. Je vais arrêter l'enregistrement. D'accord, ouais,